Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'En attendant ma lettre de Poudlard. Et Poudlard, c'est le sujet aujourd'hui parce que Poudlard, c'est au centre du récit. Je dirais qu'il y a comme 80% de l'histoire d'Harry Potter qui se déroule là-bas. Puis, on n'a jamais consacré un épisode à Poudlard encore et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec mes invités, Joëlle Dorion et Chloé Da Silva. Allô les filles! Salut! Vous êtes deux auditrices du podcast. Yes. Ouais. Donc, bienvenue et félicitations. Ouais, c'est ça. Mais c'est comme recevoir sa lettre de Poudlard. Ah, ben oui. Tellement. C'est comme l'équivalent, là, rendu. Ouais, exact. C'est le mieux c'est le qu'on plus peut proche. avoir. C'est une place au podcast. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a toutes lu le guide. C'est Poudlard, le guide pas complet et pas fiable du tout. Puis, dans le fond, ce guide-là, c'est un recueil de petits textes qui ont été écrits par J.K. Rowling pour le site Pottermore, que je rappelle, c'est un site qui est apparu, là, je suis allée vérifier tantôt, en 2011. C'était un site, puis ça, dans le fond, en 2011, tous les livres étaient sortis. C'était un site où que J.K. Rowling allait publier justement du contenu additionnel pour donner plus d'informations sur plusieurs éléments de l'histoire, que ce soit les personnages ou, comme aujourd'hui, on va traiter des composantes, disons, de Poudlard, comme le Poudlard Express, la plateforme 9 3/4, le miroir du Riséd, la chambre des secrets, etc., etc. Alors, un peu suivant le modèle des épisodes d'analyse des livres, là, disons, on a tous lu la même chose, on va passer un chapitre à la fois, faire un résumé et commenter et prolonger nos réflexions qu'on a eues suite à notre lecture. Ouais. Ça vous va? Yes. Mais avant ça, comme d'habitude, avec mes invités que je reçois pour la première fois, pour qu'on apprenne à se connaître un peu, j'aimerais savoir votre maison à Poudlard. Ouais. Vous êtes dans quelle maison? J'espère que vous le savez. Et votre personnage préféré, parce que les réponses sont toujours différentes aussi pour ça. Alors, Chloé, on peut commencer par toi. Mon personnage préféré, c'est définitivement Rémus Lupin, genre de loin devant. Là. Nice. Ouais, puis je l'ai pas entendu souvent, ou je sais même pas si... non, t'es peut-être la première ou la deuxième. Là, ouais, c'est ça, pas, c'est ça, ouais. Pour comme plein de raisons, surtout pour son évolution en tant que personnage. Tu sais, moi, je vois beaucoup de parallèles. Je sais, comme J.K. Rowling, officiellement, le parallèle, c'est comme avec le sida. Ouais. Mais je vois beaucoup de parallèles avec comme beaucoup d'autres maladies. Ça peut même être des maladies mentales, tu sais, à faire. Puis, tu sais... comment il est pogné avec cette condition-là, puis c'est pas le seul dans la société, clairement, ça existe. Tout le monde est au courant, mais tout le monde choisit de pas en parler, puis ça serait tellement simple de pas nécessairement l'éradiquer, mais de lui rendre la vie facile avec la potion Tulu, qui pourrait être comme mass-produce, genre. Ah ouais, disponible dans les pharmacies. C'est ça, genre, oui, exact, ça serait tellement simple. C'est une potion compliquée, mais comme, tu sais, paye du monde qui vont la faire, puis après ça, mets-la dans un magasin. Ou, tu sais, genre, de prévoir des endroits pour qu'il puisse se transformer, l'attacher pour pas qu'il se fasse trop mal. Des enfants, même, tu sais. Je trouve que ça serait super simple de l'aider avec sa condition, mais on le fait pas parce qu'on a des préjugés là-dessus. Ben, je veux dire comme... Ouais. Vous comprenez? Clairement pas nous, là. Mais... Non, clairement pas moi, ni nous, là, tu sais. Mais... c'est ça, puis, tu sais, je trouve qu'il se juge beaucoup par rapport à sa condition. Tu sais, il se rabaisse beaucoup, la société le rabaisse beaucoup, puis lui-même, finalement, cette vision-là, il le transmet sur lui-même. On le voit surtout quand que Tonks, ça tripe dessus, puis que lui, il veut pas être avec elle, parce que finalement, comme, il trouve qu'il a pas vraiment le droit d'être heureux, parce que, tu sais, c'est juste un loup-garou. Fait que, puis finalement, ben, il réussit à surpasser cette vision-là de lui-même pour réaliser que, dans le fond, il a le droit d'être heureux. Que, tu sais, il est un loup-garou, mais il est pas seulement un loup-garou, tu sais, aussi, fait que... Puis sa mort va... Ben, suite à sa mort, ça va quand même faire un peu avancer la cause du loup-garou, là. Oui, ben, très bonne réponse. Oui. Puis ta maison. Et que je te connais pas, je viens de me rappeler. Je sais pas quoi. Serpentard? Non, en fait, comme je pense que je suis un peu des trois maisons sauf Serpentard. Parce que je suis bien trop paresseuse pour être une Serpentard. C'est vraiment juste pour ça. Mais sinon, selon le test officiel, je suis Gryffondor. Mais je trouve que genre les Gryffondors, des fois, ils ont un petit côté show-off que j'ai pas tant que ça. Ouais. Fait que je m'associe beaucoup aussi à Poufsouffle. Okay. Mais j'ai un côté très nerd, là. Clairement, si je me retrouve ici, j'ai lu les livres des nombres innombrables de fois, puis vu les films des centaines de fois, puis tu sais, je m'intéresse beaucoup à plein de sujets là, un peu geek. Fait que tu as une curiosité intellectuelle là, qui va bien avec Serdaigle. C'est ça. Ta réponse, ce serait quand même Gryffondor. Ouais, mais ben c'est ça. Puis Poufsouffle, c'est ça, l'ascendant. L'ascendant, je dirais plus Poufsouffle, là, mais c'est juste parce que genre, tu sais, je me considère comme une personne très loyale, puis j'aime ça faire la cuisine. Puis la Helga Poufsouffle, la plupart de ses sortilèges, c'était
par rapport à la cuisine. Ben, on en a tous un peu en nous, hein, de chaque maison. Oui, exact. Voir juste C'est ça. laquelle est dominante. Ouais. Toi, Joël, ta maison? Moi, je suis pouce-souffle through ouais. and through. J'ai fait des tests plein de fois, puis à chaque fois, je déroge pas. Je ressors Pouf souffle. tout le temps pouf-souffle, ouais. Mais je me sens j'ai un sentiment d'appartenance aussi, là, comme je me retrouve dans les choses qui sont écrites. Là. Je suis quelqu'un de super loyal, je suis quelqu'un qui, c'est ça, qui va... je travaille beaucoup, je travaille fort, puis j'ai un petit côté, c'est comme ma petite voix intérieure des fois est un peu serpenteur, ce qui est vraiment drôle parce que c'est comme deux opposés, tu sais. Mais c'est ça. Mais ouais, je me reconnais là-dedans. Cool. Yes. Personnage? C'est Ginny. Mais attends, Ginny Lee. Oui, Ginny Lee. J'ai même pas besoin de te demander exact. si c'est elle le livre, c'est sûr, c'est ça. C'est parce que, bon, c'est OK. ça. On l'a nommé souvent. Mais ouais, Ginny, je l'aime beaucoup. Pour moi, Ginny, elle représente... je pense que j'aime beaucoup la famille Weasley. Puis pour moi, Ginny, elle représente comme un mix de ses frères, dans le fond. Je la trouve cool comme Bill. Je la trouve aventureuse comme Charlie. Je la trouve intelligente comme Percy. Je la trouve, tu sais, comme elle a un côté très nonchalante comme Fred. Elle est drôle comme George, puis elle est têtue comme Ron. Fait que c'est comme les petites... ouais! Wow! Quand je dis que c'est ça, je fais mes C'est affaires. tellement bien dit. Fait que, ouais, c'est ça. Je l'aime beaucoup pour ça dans les livres. Elle est comme une... Elle a beaucoup de power féminin, je trouve. Elle est très, tu sais, on la voit très rechignante, très chigneuse dans les films, mais dans les livres, elle est tout le contraire. Dès qu'elle rit, il dit comme, ouais, mais c'est de même, faut que je fasse ça. Comme, ouais, vis ta vie, tu sais. Quand il y a, je pense que c'est dans, genre, le dernier livre dans le dernier livre où ils se rembrassent une dernière fois, puis là, Ron les pogne, puis il est comme, mais là, tu vas y briser le cœur, puis il arrive, genre, j'ai rien fait, puis Ginny, il dit, non, c'est moi, là, fait comme, décroche, là, genre, fait que je la trouve très, un beau leader féminin, je trouve. Je l'aime 100%. beaucoup pour ça. Mm. Puis on est d'accord pour dire que Ginny, c'est genre la blonde parfaite, là. Ben ouais, Comment elle est décrite dans les ouais. livres, là, tu sais, par rapport à toute la liberté qu'elle laisse à Harry, mais que, tu sais, elle vient vraiment ajouter, là, à qu'est-ce qu'il vit déjà, là. Je trouve que, tu sais, c'est un modèle féminin qui est super intéressant, qu'on n'a pas beaucoup dans les livres. Tu sais, oui, Hermione, elle est fun, elle est intelligente, oui, Luna est là, tu sais, mais elle vient comme rassembler un peu ce modèle atteignable-là, si je veux dire, là, parce que, tu sais, je veux dire, être intelligente comme Hermione, c'est tough, tu sais, fait qu'elle vient comme un peu nous présenter, je trouve, un personnage qui fait du sens, puis il y a personne qui est comme... Ben, elle est vraiment Gryffondor. Ouais. Genre 100%, même plus qu'Hermione. Ouais. je dirais. 100%. Oui, Ouais, je si suis je peux me vraiment permettre. d'accord avec ça. Alors, Poudlard, le guide pas complet et pas fiable du tout, c'est vraiment le titre. Ouais. Puis avant ma lecture, j'étais comme, pourquoi? Parce que dans le fond, est-ce que ça nous donne le goût de le lire quand tu dis, dans le fond, c'est pas fiable et c'est pas complet? Fiabilité, je dirais que oui. Je veux dire, ça vient de J.K. Rowling. Je sais pas pourquoi ils ont dit que c'était pas fiable, mais là, vous sembliez me dire que côté pas complet, c'est un peu vrai, dans le sens... Ben, c'est ça. Moi, je suis restée sur ma faim en lisant. En fait, pas tant sur l'intégralité du livre. Il y a des parties où je trouve qu'ils ont été super en profondeur, où, tu sais, c'est super détaillé. Puis il y a d'autres parties où on a comme un tout petit paragraphe. Ouais. Comme, hey, ça, j'en aurais pris vraiment plus. Puis, tu sais, c'est vraiment un... Tu sais, je pense que c'est un livre qui s'adresse très bien à des gens qui n'ont pas nécessairement cette envie d'aller fouiller sur Internet parce que, tu sais, l'intégralité des articles quasiment se retrouve sur le site de Pottermore, c'est ça? En fait, c'est ça. Pottermore a fermé. Maintenant, c'est wizardingworld.com. Puis tout est disponible là aussi. Là. Exact. Donc, c'est ça. C'est gratuit en ligne. Puis, by the way, Poudlard, le guide pas complet, pas fiable du tout, c'est un livre seulement disponible de manière numérique. Ouais. Je l'ai acheté sur le site de Renaud Bré à genre 4$, si jamais. Ouais. Mais on vous fait quand même un bon résumé aujourd'hui, tout le monde. Ouais, c'est ça. C'est ça, puis quasiment tout est disponible sur le site, honnêtement. Là, fait que... ça peut être le fun pour aussi aller checker des choses que tu vas vouloir toi-même approfondir après. Ouais. C'est un bon résumé de plusieurs thèmes principaux de l'école. Ouais. J'ai quand même appris plusieurs choses, donc je suis contente. Moi aussi. Oui, puis moi, il m'a On va s'en forcé parler à aujourd'hui. beaucoup aller chercher puis aller valider, chose que je fais pas quand je lis les livres. Tu sais, quand je lis les livres, on parle de
d'un Sir, du chevalier, le Sir Cadogan, je sais jamais comment dire son nom. Le chevalier de Cadogan, j'étais c'est genre, ça. je m'en fous de lui. C'est ça. Moi, c'était ça, là, c'était genre la plus longue section. Je suis comme, on le voit même pas dans les films. Ouais, c'est ça. Puis dans ça, ça important. portait à aller voir. Puis, tu sais, je trouvais vraiment intéressant tous les liens à la culture populaire puis aux trucs... Aux trucs historiques. qui ont été ça. cherchés. Ouais. Je trouvais ça super intéressant. Là. Ouais. Je voulais juste vous dire, moi, je l'ai lu en anglais. Comme j'ai eu l'habitude dernièrement de lire les livres en anglais, fait que je l'ai lu en anglais. Puis j'ai tu vas avoir des termes en anglais. Ouais, mais j'ai tenté de le transcrire dans le français pour comme mieux suivre. Puis ben ma tablette, elle a tout effacé. Il n'y a pas de trouble. en anglais. Si jamais tu les dis... quand tu vas les dire en anglais, attends-toi juste ça. à ce que je le traduise. Exact, on va traduire. Vite, Puis, ouais. mais ça m'a permis de me rendre compte qu'il y a des affaires qui sont nommées dans celui en anglais, mais pas en français. Puis Non, vice-versa, oui. ouais. Ah, va falloir que je lise celui en anglais. Fait que c'est quand même intéressant. C'est tout. Ouais, moi, je trouve ça le fun qu'on en apprenne sur ses intentions à J.K. Rowling aussi. Des fois, elle aurait voulu s'en aller vers une avenue puis être allée vers une autre. Oui, c'est intéressant. C'est ça, parce qu'il y a souvent, presque partout, les commentaires de J.K. qui suivent le petit texte. Là. Ouais. Donc, on va les mentionner aussi. C'est parti? Yes. Je vais, comme je vous ai mentionné tantôt, les filles, il y a des petites introductions aux sections que je vais lire genre mot pour mot, comme ça fait genre une belle petite transition. Puis moi, ça me pratique dans ma lecture. Alors, je commence tout de suite avec l'introduction du livre. Nous savons beaucoup de choses sur Poudlard. C'est une école pour jeunes sorcières et sorciers qui reçoivent une lettre apportée par un hibou les informant qu'ils bénéficient d'une inscription dans cet établissement. Poudlard compte 142 escaliers qui se déplacent comme s'ils avaient une volonté propre. Elle a été fondée par Godric Gryffondor, Rowena Serdaigle, Helga Poufsouffle et Salazar Serpentard, qui ont donné leur nom aux 4 maisons de l'école. Il existe même un passage secret sous la statue d'une sorcière borgne. Ce passage permet à toute personne assez menue pour l'emprunter de rejoindre la cave de Honeydukes. Le professeur Albus Perceval Wulfric Brian Dumbledore dit que lui-même ne connaît pas tous les secrets de l'école. Et nous n'en savons pas plus que lui. Une seule personne connaît tous les secrets de Poudlard. Dans ce recueil de nouvelles, J.K. Rowling révèle les secrets et les traditions étonnantes de l'école de sorcellerie de Grande-Bretagne. Tan, tan, tan. Fait qu'on commence avec le chapitre 1 qui s'appelle « Se rendre à Poudlard », dans lequel on parle de la gare King's Cross, de la voie 9 3/4 et du Poudlard Express. Je vais commencer. Fait que pour la gare King's Cross, évidemment, ça n'a pas toujours été un train qui amenait les élèves à Poudlard. Puis c'est une sorcière qui s'appelle Otaline Gamble qui a eu l'idée de réquisitionner un train moldu parce que le train, c'est ça, c'est une invention des moldus. Puis on sait que les sorciers n'ont pas tendance à s'approprier les inventions des moldus. Pour, dans le fond, c'est ça. Elle disait, là, il faut vraiment transporter les élèves de manière efficace à Poudlard. Donc, on va bâtir une gare à Priolard. Puis là, c'est la ministre de la Magie de l'époque qui a dit, puis l'autre gare, à l'autre bout, elle va être à King's Cross, dans la gare pour Moldus. Fait que c'était une voie cachée, évidemment, pour pas que les Moldus voient. Donc, c'est comme ça qu'est née la voie 9 3/4. C'est sûr que c'était risqué, avec tous les Moldus qui sont là, qui se promènent, de voir ou de voir des gens disparaître dans un mur et aussi de voir des gens accoutrés de façon différente, beaucoup de gens, tu sais. Ce qui fait que, ça je savais pas, le ministère de la Magie va envoyer des employés habillés en moldus pour faire effacer les souvenirs des moldus qui en auraient trop vu. Surtout dans les moments achalandés, là, justement, la rentrée à Poudlard ou les vacances de Noël, des trucs comme ça, où tu en as beaucoup qui sortent puis qui rentrent du mur. Et J.K. Rowling, ses parents se sont rencontrés dans un train qui quittait King's Cross vers l'Écosse. Donc, vraiment, comme le Poudlard Express fait, de Londres jusqu'à Poudlard qui est en Écosse. Donc, le même trajet. Puis moi, dans le fond, je suis comme, dans le fond, tes parents se sont rencontrés sur le Poudlard Express. C'est des sorciers, puis c'est juste comme... C'est ce qui explique tout, là. C'est ça. Aviez-vous autre chose pour cette section-là? Ou des commentaires? Ouais, dans le fond, on peut rajouter que la voie 9 3/4, elle a été créée en même temps que la construction de la gare en tant que telle, là, ce que moi je trouvais drôle de penser que genre l'entrepreneur général ou le foreman il était au courant parce que sinon comme c'est bizarre, il y a du monde random qui se pointe sur ton chantier. Fallait impliquer. Puis je l'ai noté ça là, que dans le fond c'était vraiment une méga opération là, de créer cette voie-là qui est cachée. Ça demandait beaucoup de magie. Fait clairement beaucoup de sorciers. Ouais. Fait que puis ne veut pas... c'est pas n'importe qui se pointe sur un chantier. Là. Surtout un gros chantier comme ça, il y a beaucoup d'équipes en même temps. Fait que
Fait que c'est ça. Puis à un moment donné, c'était un genre, il y a eu beaucoup voyons, je cherche mes mots, mais de manières différentes de se rendre à Poudlard, dont, mettons, un porte au loin, puis, tu sais, il manquait la moitié des élèves parce qu'ils n'avaient pas été là à l'heure ou ils n'avaient pas trouvé le porte au loin, là, ce qui m'aurait clairement arrivé. Ouais, il y avait comme pas le choix de trouver un moyen plus efficace, comme je disais, ça, d'envoyer tous les élèves en même temps à Poudlard. Mm-hmm. En tout cas, moi, je me suis toujours dit que les sorciers qui vont à Poudlard sont pas tous à Londres. Là. T'en as qui sont en Écosse. Mm-hmm. Là, il faut qu'ils partent de l'Écosse, aller à Londres, pogner le train pour retourner en Écosse. Ouais. Tiens. Efficacité. Mais oui, en effet, les élèves devaient juste arriver à Poudlard pour le jour de la rentrée avant le Poudlard Express, puis c'était comme, ils se pointaient de n'importe quelle manière, puis il y avait le mal du porte au loin. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, comme Harry, c'est l'un des seuls qui a pas vomi la première fois qu'il a... Non, attends, ça, c'est par rapport à Transplané. Ouais, c'est ça, je me mélange. Mais le porte au loin, avoir le mal du porte au loin. Puis là, ça engorgeait l'infirmerie le jour de la rentrée. Fait que là, les gens étaient comme, il va falloir qu'on trouve un moyen plus relax. Ouais. Quand même drôle. Tu sais, ça a beau être un monde dans lequel il y a de la magie, tu sais, ça donne pas des solutions miracles comme là. Il a fallu inventer une voie parce que, tu sais, ils ont essayé plein d'autres affaires ou avec des animaux ou avec, mettons, des balais. Puis il y a comme aucune solution miracle, là, même si c'est de la magie, c'est, tu sais, des fois, les gens qui s'y connaissent pas tant que ça dans Harry Potter pensent que comme, tout est possible, puis non, vraiment pas. Il y a beaucoup de règles à suivre, puis faut faire avec ce qu'on a. Je trouve intéressant, je sais pas si la partie, là, les pensées, là, le J.K. Rowling Stats, on est là tout de suite, mais... Ouais, moi, j'ai fini. Tu sais, dessus, ça dit que la station King Cross aurait été construite sur l'ancien site de l'ancienne reine anglaise qui s'appelle Boudica, je sais pas comment le dire, qui a mené une rébellion contre les Romains. Puis c'est en fait une statue qu'on retrouve réellement à Londres, qui se trouve face au Big Ben, proche de l'entrée du pont vers Westminster. Fait que c'est ça. Ça, je trouvais ça intéressant qu'ils disent comme, OK, c'est là. Puis tu sais, il y a tout le temps des petits... tu sais, ces petites affaires-là qu'on se dit, peut-être que cette personnalité qu'on connaît dans notre culture était une sorcière, ben peut-être que cette situation-là, cette reine-là était une sorcière. Je sais pas, mais c'est ça. Que ce serait construit sur sa tombe, sur le site de sa tombe ou sur le site qu'elle a fait la grande bataille. Intéressant. Ça très cool. Par rapport à la voix 9 et 3/4 en tant que telle, le chiffre 9 et 3/4, évidemment, J.K. voulait absolument que ce soit entre deux voix normales. Comme on sait, c'est entre la voix 9 et 10. Donc, elle, c'était comme sans aucun doute que la voix des sorciers allait être une fraction, là, un nombre décimal. Puis, elle dit qu'elle y a à peine réfléchi que le 9 et 3/4 lui est venu comme automatiquement. C'est juste parce qu'il sonnait mieux que 9 et demi. C'est vrai. Mais que dans le fond, je pense pas que c'est précisé dans le guide, là, mais c'est la voix 7 et demi. Il y aurait une autre voie à King Cross qui est une voie de sorcier. Puis c'est disons, la version du Orient Express, là, un train qui se promène dans les villages de sorciers en Europe. Fait que tu peux le prendre à partir de King's Cross, puis tu peux te rendre genre à Godric's Hollow, à Préolard, puis à d'autres endroits dans d'autres pays d'Europe. C'est intéressant que... tu sais, d'avoir l'idée qu'il y a plus qu'une voie ou qu'il y a plus qu'un train, là, parce que le train est assez unidirectionnel. Là. Poudlard Express s'en va à Poudlard. Mais tu sais, le problème de transport qu'il y avait, puis qui est la raison pour laquelle ils ont fait ce train-là, doit être le même pour te rendre partout en Europe, là. Fait comme, of course, que ça prend plus qu'un train pour te déplacer. Là. Transplaner, il faut que tu sois majeur. Porte au loin, comme on dit, ça peut être problématique. Il faut que tu sois à l'heure, puis ça peut donner mal au cœur. Fait que, pour des familles de sorciers qui ont des enfants, puis tout, qui veulent se déplacer ailleurs, un train, ça peut être pratique. Oui, puis le porte au loin, c'est pas, mettons, régi par le ministère. C'est pas le ministère qu'il faut qu'il en crée un ou quelque chose comme ça. Fait que, tu sais, ça c'est contrôlé. Fait que c'est peut-être ça l'affaire des gens qui sont ailleurs que Londres, ils arrivent à la plateforme 7,5. Ah oui, je comprends. T'as raison. Ça fait du sens. Ouais. Ah! Eh bien. C'est bien. Bon, je pense qu'on a quand même fait le
tour. Dans le fond, comme je disais, là, j'ai mes notes concernant vraiment l'installation. Comme je disais, ça a été une opération massive, 67 sortilèges d'amnésie et le plus grand charme de camouflage collectif jamais réalisé en Grande-Bretagne. Donc, c'est ça, c'est beaucoup de magie, comme je disais. La construction aurait été dans les années 1850. 1851. Oui, puis il y a beaucoup de familles de sang pur, quand le Poudlard Express a été installé, qui étaient vraiment scandalisées que les enfants soient obligés d'utiliser un moyen de transport moldu. Ouais. Franchement, là. En disant que c'était dangereux, insalubre et dégradant. Oui. Ah, ouais. Je te dis, ça date pas d'hier, l'espèce mais de le ministère était genre, si prend pas le train, il va pas étudier. C'est ça. Fais tes choix, là, mais c'est ça. Exact. La seule affaire que je voudrais rajouter, c'est qu'on parle du statut de secret. Statut de secrecy, la loi qui fait que t'es obligé. Ouais, c'est ça. Ça, j'allais la chercher aussi parce que tu sais, c'est comme on en parle, elle est nommée partout, mais elle consiste à quoi en réalité? Fait que j'étais allée sur Wiki Harry Potter. Fait que, tu sais, bon, tel Wikipédia, hein, il y a ses limites de ce que c'est, mais il y a quand même beaucoup d'informations là-dessus. Puis, en fait, c'est une loi qui sert, on sait, à protéger le monde magique des moldus. Elle aurait été instaurée suite à la chasse aux sorcières du 17e siècle, donc chasse aux sorcières qui a existé pour de vrai, là, cette époque où on tuait toutes les femmes parce qu'elles te donnaient une tisane, puis soudainement, t'avais plus mal à la gorge, là, fait que c'était suffisant pour dire sorcellerie. Fait que suite à ce moment-là, ils ont comme dit, bon, ben, il faudrait qu'on se protège. Parce que les moldus, c'est ça, forçaient les sorciers et les sorcières à les aider avec leur magie. Fait que ils les menaçaient littéralement, là, comme je vais te trancher la gorge si tu m'aides pas. Puis ça, cette mention-là de la loi, c'est à quel moment? C'est par rapport au train? Oui, c'est ça. À Hogwarts Express, ouais, c'est ça. Ils disent que ils ont ils ont fait ça, puis qu'ils l'ont caché justement pour s'assurer que la loi du secret reste. Oui. C'est avant la loi, dans le fond, les sorciers se rendaient... comme ils voulaient, c'est ça. Ça coexistait plus facilement avec les communautés. Ouais, c'est ça. Les communautés moldues. Exact. Ils allaient, ils se cachaient moins. Ouais. Puis là, ben, ils se sont rendus compte avec la chasse aux sorcières que c'était problématique. Fait que ça leur prenait cette règle-là. Un ancêtre de Harry Potter aurait travaillé apparemment sur ça. Puis la loi dit que tout individu est responsable de cacher sa propre présence de la communauté magique, lequel les ministères, ils sont... responsable. Fait que le ministère qui contrôle les bêtes magiques est responsable de sa partie de la loi à ce niveau-là. Ouais, c'est une méga loi, là. C'est comme un point tournant dans l'histoire des sorciers. Puis c'est ça, c'est une loi qui s'applique à toutes les composantes de la communauté magique. Donc, ça fait du sens que... Il parle du guide d'habits. Ça, c'est la partie, mettons, que j'ai trouvé drôle. Dans la loi, on parle d'un guide d'habits que les sorciers doivent prendre pour quand ils sont en public. Ils doivent se fier à ce guide-là. Donc, je me dis, ça veut dire que les sorciers sont obligés de se tenir à l'affût des nouveaux styles vestimentaires pour que les sorciers... Ça ne pas être too much, là. Ouais, pour que les sorciers s'habillent comme un moldu. Parce que si tu arrives dans les années 2000 puis ben quoi qu'on est de plus en plus ouvert là-dessus, mais tu sais, tu t'habilles comme dans les années 50, le monde va être comme, OK, ils vont te regarder bizarrement dans le but tout le temps de te camoufler finalement dans la masse, là. Fait que... Mais clairement, ce guide-là, il est mal fait, là, parce que les sorciers sont vraiment nuls à s'habiller comme des moldus. Oui, pourtant, dans les livres, c'est mentionné. Le premier livre, là, Harry qui dit qu'il y a des gens accoutrés bizarrement qui lui saluent dans la rue. Là. Je pense aussi qu'il y a du monde qui s'en foutent, clairement. Oui, clairement, ils ne respectent pas cette règle-là. Mais il y a des gens qui essayent de le respecter, comme, mettons, le gars qui a le terrain de camping pour la Coupe du Monde, là, dans le 4, qui est accoutré genre en jaquette. Tu sais, il y a du monde genre en jaquette de femme. C'est ça, puis je comprends même pas ce qu'il fait. Il est comme très bien moldu, son genre, je sais pas. Bon. Chapitre 2, qui est la cérémonie de répartition. Donc, les élèves de première année de Poudlard sont prestement amenés dans la grande salle pour prendre part au test de personnalité le plus élaboré du monde de la sorcellerie. Chaque élève est appelé à coiffer un chapeau plein de sagesse, doué de la parole. Nous savons à quoi sert le chapeau magique, mais qu'en est-il de ses origines? Donc, le chapeau magique, comme ceux qui ont lu les livres savent, chaque année, le chapeau, d'abord, raconte son histoire. Donc, comment... il existe. C'est une nouvelle chanson à chaque année, puis on l'a déjà dit dans le podcast. On est comme lui. Dans le fond, il passe l'année à préparer sa chanson, qui est comme son highlight de l'année quand il chante. C'est ça, ça tourne avant la cérémonie. Puis, il me semble que le monde n'est pas tant down. Là. Mettons, ils chantent, ils sont comme, ah ouais, là qu'on mange. Ouais, c'est pauvre chapeau.
Puis, selon la légende, c'est ce qui est écrit, mais moi, je pensais que c'était confirmé. Là, le Choixpeau aurait appartenu à Godric Gryffondor. Ouais. Le Choixpeau a été enchanté par les 4 fondateurs qui ont inséré comme un peu, genre, leur conscience ou... Bref, dans le chapeau, qui fait que le Choixpeau peut répartir les élèves dans la bonne maison selon leurs qualités particulières. Ouais, puis c'est que dans le fond, c'est qu'il est doté de Legilimency, c'est un autre mot que je trouve bien difficile à dire, mais... Limancie. Exact, fait que tu sais, c'est un peu comme... Il peut lire les exact, les pensées. comme Rogue apprenait ou comme Rogue fait. Oui. Ça, c'est le genre d'affaire qui semble évident, mais que... On dirait que j'y avais jamais vraiment pensé. Ouais. Ouais, moi aussi, j'ai complètement accepté le fait que c'est ça. Puis là, ben, dire que ben non, c'est expliqué de cette façon-là, je trouvais ça... C'est de la légimancie. Je trouvais ça bien intéressant. Et le Choixpeau est également un portail magique qui permet d'accéder à l'épée de Gryffondor. Ce qui, selon moi, prouve que, dans le fond, il a appartenu à Godric Gryffondor. Là. Tu ne vas pas trouver un serpent là, dans le chapeau. Là. Tu peux juste trouver l'épée. Puis que l'arme... L'épée de Gryffondor a été enchantée par Godric pour apparaître chaque fois qu'un membre de Gryffondor qui porte le chapeau, qui a le chapeau pas loin, demande de l'aide, ben l'épée va apparaître. Ce qu'on a pu voir dans le 2 avec Harry et dans le 7 avec Neville. Ouais. C'est quoi, vous autres, votre opinion sur le fait que le chapeau, c'est un portail d'objet, genre? Pour cet objet-là, précisément, ça fait du sens, mais moi, on dirait, personnellement, pas que ça me gosse, là, mais je suis comme... C'est tellement du favoritisme envers Gryffondor, je trouve. Ouais. Je suis comme... S'il pouvait au moins être un portail pour chaque maison, vrai. un objet par maison, apporter de l'aide à chaque maison, je veux dire, t'as réparti tous ces élèves-là, t'as les 4 fondateurs en toi. Ouais. OK, c'est Godric là, qui a fait le petit sortilège de plus pour que l'épée puisse apparaître, mais puis le fait que ce soit le chapeau aussi de Godric, comme pourquoi c'est son chapeau. En tout cas, je pense que ça démontre peut-être le portrait que la personne était, là, que Godric Gryffondor était, là, pour entrer, je sais pas, là, fier et un peu... Exact, un peu imbu de lui-même. Moi, j'ai lu ça, puis j'avais comme pas cliqué. Moi, dans ma tête, j'avais compris que le chapeau, il te téléportait ce que tu voulais, genre dans un moment de détresse. Et ça popait ce que tu avais de besoin. Puis là, quand ils ont confirmé ça, c'est ça, moi, ce que j'ai comme réfléchi, ben voyons, ça fait comme... Je trouvais que ça faisait pas de sens. Puis je me suis même posé la question, est-ce que c'est un ajout qui a été mis dans le 2 parce qu'il était comme, faudrait vraiment que ça apparaisse. Je fais quoi? Bon, ça va être comme ça. Mais ça se peut. C'est souvent possible. Ouais. Mais c'est clair, hein, by the way, qu'il y a plein d'affaires qui sont parties même, qu'elle a dû trouver une manière que, bon, faut que ça soit réglé ou que ça arrive dans l'histoire. Puis après, elle a dû justifier. Exact. Ah, mais dans le fond, c'est parce que le Choixpeau, Godric, il avait fait ça. Puis là, tu peux faire apparaître l'épée. Ben, je sais qu'un auteur, souvent, il va écrire, mettons, la Bible de ses personnages. Il va comme vraiment définir son histoire avant d'écrire. Aussi, là, ce que je pense, elle le fait, effectivement. Mais j'ai l'impression que, selon moi, c'était pas écrit dans sa Bible. Puis elle l'a rajouté. J'étais comme, pourquoi l'épée en elle-même pourrait pas juste apparaître? T'en as vraiment besoin, boum, elle est là. Tu sais, pourquoi pas? Chapeau, je sais pas à quoi il sert, là. Puis en plus, il est tout le temps dans le bureau de Dumbledore. Genre, c'est rare qu'il sorte du bureau. Ouais, c'est ça. Fait qu'au final, il y a un pouvoir qui n'est pas exploité tant que ça. Mais c'est comme l'équivalent de la grosse statue de Serpentard dans la Chambre des Secrets. Tu sais, comme... faut qu'il soit comme faut qu'il réponde à un besoin d'ego là, surdimensionné là, clairement. C'est comme l'équivalent de ça chez Godric là, moi je vois ça de même. Ah oui, Serpentard qui se fait en statue géante. Il y en a pas d'autres qui a une grosse statue d'eux-mêmes dans l'école. Non, c'est ce qui est d'ailleurs mentionné plus tard dans la section sur la chambre. Donc comment l'idée du Choixpeau est venue à J.K.? Ça y a pris du temps pour vraiment l'idée du concept là, de la répartition. Elle savait qu'il y avait 4 maisons. Elle savait qu'elle voulait trouver une manière pour les élèves d'être répartis par genre, pas un professeur, là, genre une autre entité. Elle a d'abord pensé, là, c'est pas très expliqué, mais une genre de grosse machine magique qui prend la décision, mais elle trouvait ça trop compliqué. Ensuite, elle a pensé, mais ça, j'aurais aimé ça, à des statues animées. Chaque statue représente chaque fondateur. Puis là, ben, dans le fond, c'est quasiment le fondateur. Mais tu sais, là, y aurait-tu de la chicane? Là? Non, c'est moi qui l'ai, lui. Non, c'est moi. Tu sais, ou genre, lui, on le veut pas. Là, bon. Puis là, finalement, elle a comme fait une petite liste. Comment on peut répartir des gens? Comment on choisit des gens dans la vie? Puis là, piger des noms dans un chapeau, c'était sur sa liste de genre brainstorm. Puis ce qui a mené à l'idée du Choixpeau magique. C'est quand même cool. Moi, j'essaie d'avoir beaucoup aimé ce concept-là. Un truc, c'est ça, la version anglaise a, puis je pense qu'il n'est pas du tout nommé, c'est que la machine, dans la version anglaise, elle parle d'une
Eat Robinson-ish machine, fait comme une machine à la Eat Robinson. Fait que j'étais allée fouiller c'est qui Eat, la machine Eat Robinson. C'est quelque chose qui existe. En fait, c'est William Eat Robinson, c'est un illustrateur britannique qui était reconnu pour dessiner des machines complexes et absurdes. Puis pendant la Deuxième Guerre mondiale, la machine que les Britanniques ont créée pour décoder les codes cryptés là, qui s'échangeaient pendant la guerre, finalement. Là, on a vu le film avec... Imitation Game. Avec oui, Keira exactement, tu sais, ça, mais... Benedict Cumberbatch. C'est ça, Cumberbatch. Ben, c'est ça, fait que la machine qui est Enigma, je pense que c'est la version américaine, mais les Britanniques aussi travaillaient sur leur version de cette machine-là. Ah, ça, c'est la puis version ils British, l'ont... non? En tout cas, Ah ouais, ça se peut. Le gars qui joue, c'était un British, me semble. Je m'en souviens pas assez bien, mais en tout cas, dans mes recherches, ça disait qu'ils ont appelé cette machine, ou peut-être c'est son petit nom, son nickname, c'est Enigma Machine, puis en tout cas, peu importe, ouais, mais que la machine à décrypter l'ont appelé Eat Robinson en l'honneur de cet illustrateur britannique populaire de ces années-là. Fait que c'est comme si J.K. au début, elle voulait faire une genre de machine qui pourrait décrypter les pensées puis faire un scan là, de chaque personne. Toi, tu vas dans telle maison. Ouais. Ouais, fait que ça, je trouvais ça cool, c'est ça, ces petites affaires de relier à la culture populaire. Là, Mais c'est un peu random, là, je veux dire, je vois pas le besoin d'avoir une machine dans Harry Potter. Là. Il y en a pas d'autres des machines. Là, Rusard a porté la machine, sur un chariot roulant. C'est sûr qu'elle est pas exact. Là, c'est tout le temps l'affaire aussi, t'es dans un monde magique, puis on dirait que toutes leurs machines fonctionne de même. On dirait que toutes les affaires, c'est crasseux. Tu sais, c'est sûr que la machine, elle roulerait tout croche. Puis c'est vrai il y a rien qui marche 3 coups pour qu'elle parte. Tu sais, dans un des films, dans le 3, où Rogue, il remplace, puis il part la machine, puis c'est un vieux projecteur, puis t'es dans un monde magique, puis c'est un projecteur qui projette des shit sur le mur. C'est pas même dans le livre, je pense, c'était vraiment dans le film. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est un vieux... je sais pas, moi, dans mon école secondaire, c'était des projecteurs de même, là. C'est avec des acétates. Ouais, c'est ça. C'est pas... OK. Mais c'est plus ça aujourd'hui, mettons. J'imagine. OK. Le chapeau flou. Là, je sais que j'en ai parlé à quelques reprises, on en a parlé, d'ailleurs dans mes mini-épisodes des fêtes, mais comme je sais que c'est vraiment pas tout le monde qui les a écoutés, comme c'était seulement sur Patreon, on va réexpliquer. Donc, le chapeau, des fois, il peut prendre plus de 5 minutes à décider l'élève va aller dans quelle maison. Donc, on appelle ça un chapeau flou parce que ça veut dire comme il y a vraiment de la difficulté à se décider. Il est un peu... c'est un peu flou, tu sais. Hermione, ça a failli arriver. Ça y a pris 4 minutes au chapeau à répartir Hermione. Il n'était pas sûr entre Gryffondor et Serre d'Aigle, évidemment. Puis même chose pour Neville, Poufsouffle ou Gryffondor. Puis Poufsouffle, Neville avait le chapeau sur la tête, puis il voulait Poufsouffle parce qu'il était intimidé de Gryffondor, parce qu'il était peureux. On le sait, dans ses premières années, il était comme « moi, je peux pas ». Puis là, le chapeau était comme « non, Gryffondor ». Puis il était comme « non, Poufsouffle ». Puis là, le chapeau a comme gagné sur Neville en disant « non, Gryffondor ». C'est intéressant. Tu sais, pourquoi, selon vous, il a accepté... c'est le contraire d'Harry. Oui, c'est Dumbledore ça. Qui est genre, c'est les choix, Harry. Exact. Ouais. Harry est comme, je veux Gryffondor, le chapeau parfait, si tu y tiens. Là, c'est comment, tu veux Poufsouffle? Non. Neville est comme, non. Ben, je pense qu'il était vraiment sûr de sa décision, là, dans le cas de... Ouais. Lui, sûrement qu'il était comme, oui, je vois, mettons que t'es ascendant Poufsouffle, mais t'es vraiment un Gryffondor. Là, oui, t'es comme pour ton bien, comme fais-moi confiance pour ton bien, tu vas vraiment sortir. Mais j'étais comme, encore une fois, pauvre Neville qui se fait comme, tu sais, un peu genre, non, tu sais, comme ta décision, toi, on s'en fout. L'autre, par contre, tabarouette, on va l'écouter, toi. Non. Puis ça m'étonnerait même pas là, que Neville, dans ses premières années à Poudlard, là, puis avec comme ses aptitudes en botanique, puis ça, je pense qu'il y avait une relation quand même spéciale avec Chourave, tu sais, il devait être en crise là, contre le chapeau. Là. Moi, là, j'avais dit Poufsouffle, puis là, j'étais à Gryffondor, puis j'ai pas tant d'amis, puis maudit. T'sais. Cet enfant-là a dû faire de l'anxiété. Ça s'est replacé, là, mais comme... Ouais. Il a dû faire de l'anxiété, là, fois 1000. Puis des vrais chapeaux flous, bref, on a eu Minerva McGonagall, le chapeau hésitant entre Serre d'Aigle et Gryffondor, Flitwick, même chose, mais le contraire, donc Gryffondor et Serre d'Aigle, puis il a été à Serre d'Aigle. Peter Pettigrew, Serpentard ou Gryffondor. Puis le chapeau, il a pris Gryffondor comme on sait. Ouais. Puis là, ça dit, le chapeau magique qui est bien connu pour être têtu refuse encore aujourd'hui d'accepter que sa décision concernant Pettigrew ait pu être une erreur. Il avance comme preuve la manière dont Pettigrew est mort. Moi, ça. Puis il est mort en hésitant de laisser vivre Harry Potter, puis le bras qui l'a étouffé. Mais moi, je suis comme, qui est allé voir le chapeau puis qui a dit,
toi, là, t'as mis Pettigrew dans Gryffondor, c'est ta faute. Si tout ça est arrivé, je suis comme, y a-tu vraiment ça qui est arrivé? Dans le sens que ça dit que le Choixpeau continue d'insister que c'était la bonne décision, mais moi, je pense à qui l'a dit ça? Qui a été demandé? Mais moi, je pensais à la même affaire. Ça a dit qu'il veut jamais admettre ses erreurs, mais je suis genre, c'est qui va lui dire que ça, c'était une erreur, c'était pas vrai. Genre, Monsieur Dumbledore, je veux rentrer dans votre bureau pour parler au Choixpeau. Mais peut-être que Dumbledore a des grandes conversations avec lui, tu sais. Il dit souvent qu'il parle de ça, peut-être au Choixpeau qui parle. Puis là, j'avoue, c'est peut-être Dumbledore qui a cette conversation-là. Mais je trouve ça, tu sais, moi, je trouve ça tellement mince comme argumentaire. Tu sais, il y en a beaucoup là, qui disent ça comme, ouais, il méritait parce que justement, de la façon qu'il est mort, puis tout. Puis je suis comme, OK, il s'est fait étrangler par sa propre main, contrôlé par Voldemort, parce qu'il y a eu un quart de seconde d'hésitation. Je suis comme, excuse-moi, là, mais ça vient pas rattraper tes décennies de choses que tu as faites méchantes, de tout le mal que tu as commis. Carrément, là, comme, les Gryffondors sont supposés être courageux. Puis lui, c'est comme le contraire. Il a été vers Voldemort justement parce qu'il avait peur. C'est qu'il n'était pas assez courageux pour. Mais le quart de seconde où il a été courageux pour hésiter, c'est suffisant. Ben non, je suis désolée, mais ça. Là, ben, je suis bien d'accord. Je refuse. Il y aurait Gilderoy Lockhart aussi, que le Choixpeau, c'est presque un Choixpeau Serpentard. Ouais, parce qu'avec Serpentard. Puis il était dans Serdaigle, lui. Exact. Ben, le côté ambition chez lui est assez fort, même s'il fait tout proche. Là. Oui, puis il est un escroc, mais... De prendre comme tous les moyens là, pour arriver à ses fins, là, qui est très Serpentard. Très centré sur lui-même. Là, puis... Mais lui, c'en est sauver la peau, c'est ça. Moi, je me questionnais un peu. J'ai de la misère à trouver le Ravenclaw qui est en lui. Là, Non, c'est pas assez de justifier ce côté-là de lui. Ouais. Parce que, tu sais, il dit comme Ravenclaw, habituellement, c'est ça, sont vraiment bons et tout. Puis, comme, tu comprends un peu dans les livres qu'il est juste bon à faire des memory charms, là, genre à effacer la mémoire. Fait que t'es comme, OK, mais qu'est-ce qui justifie tout le reste, toute ta. Parce que, oui, il a écrit beaucoup de livres, mais c'est comme des histoires volées. Puis tout, il n'y a pas vraiment une intellectualité poussée. Ses examens dans son cours, c'est tellement ridicule. Là. Genre, quelle est ma couleur préférée? C'est ça. C'est le lilas. Bravo, Miss Granger. Vous êtes la seule à avoir eu la bonne réponse. Oui, c'est le lilas, c'est vrai. Chapitre 3. Le château et le parc environnant. Et c'est excitant. Poudlard est un immense labyrinthe magique et enchanteur où se dressent tours et donjons. Son parc abrite un arbre au caractère de cochon, un grand lac peuplé de sirènes et une forêt remplie de créatures magiques. Commençons notre visite par un endroit où Harry Potter lui-même n'est jamais allé. La salle commune de Poufsouffle, là où ceux qui ont un grand cœur reposent leur esprit travailleur. Cute. Ben, la salle commune de Poufsouffle, c'est vrai qu'Harry n'est jamais allé. Puis, rappelle qu'il est allé dans celle de Serpentard dans le 2 avec le polynectar, puis dans le 7, dans celle de Serdaigle, à la recherche du diadème. Puis c'est un peu niaiseux parce que, tu sais, ce qui est décrit là-dedans, c'est que dans la salle commune, bon, t'as un foyer, t'as le portrait de Helga Poufsouffle qui tient la coupe d'Helga Poufsouffle. Fait que, tu sais, si elle avait juste fait, hey, je vais aller voir dans toutes les maisons de me donner un indice, quand il cherchait les Horcruxes, il l'aurait vu assez facilement, là. Parce qu'elle était là. Ben là, il y avait déjà la coupe. Ouais, c'est ça, il avait déjà à ce moment-là. Mais il l'avait vu dans le souvenir de Ebeza Smith. Mais tu sais, c'est comme même J.K. Rowling elle-même là, genre juge beaucoup les Poufsouffles comme c'est la maison la moins importante. Puis c'est comme tu sais, genre il y a pas besoin de s'intéresser à Poufsouffle pour aller chercher la coupe de Poufsouffle, tu sais. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de backlash mettons sur Poufsouffle, puis je sais pas c'est-tu là où un moment donné elle sort puis elle dit comme ouais mais comme moi au fond je suis une Poufsouffle puis t'es comme yeah right. Il me semble qu'à un moment donné elle a tweet quelque chose comme ça genre mais tu sais puis t'es genre un peu trop tard chérie là mais comme ça aurait été fun avant. La communauté s'est déjà rassemblée pour dire comme on les aime quand même mais c'est quand même drôle. J'ai fait un sondage récemment sur ma page pour demander, je le refais comme une fois par année, là, demander à mes abonnés parce que, tu sais, la communauté augmente, dans quelle maison vous êtes, puis c'est Poufsouffle la numéro 1 qui domine, et Serpentard en dernier, mais Poufsouffle numéro 1. Mais oui, parce qu'il y avait comme une rumeur à un moment donné, je sais pas si vous l'avez vu, que genre
les trois dudes des maisons ont comme dit, OK, ben moi, Gryffondor, ils vont avoir telle qualité, moi, ils vont avoir ça. Puis quand il s'est rendu à Olga, elle aurait comme fait, ben moi, je vais ramasser ceux que vous voulez pas, là, parce que tout le monde mérite une place, puis tout. En tout cas, ça, pour vrai, j'ai essayé de retrouver ça, mais je pense genre que c'est les comme... Misfits. Ouais, c'est ça, mais je pense que c'est comme une rumeur, là. Fait comme, partez pas là-dessus avec du cash, mais je trouvais ça juste cute de dire comme... Hey, you know what, c'est quand même le fun, là, genre elle accueille tout le monde, tu sais. Fait que la salle commune en tant que telle est proche des cuisines. Yes. Faut que tu passes devant le tableau justement qui donne accès aux cuisines, qui représente une nature morte. Les cuisines, puis là, il va y avoir une pile de grands tonneaux entassés, puis blablabla, le deuxième tonneau, regarde, faut que tu passes dans un des tonneaux, là, puis au rythme de... Faut que tu tapes sur le tonneau au rythme de Helga Pouf-Souffle. J'étais genre, hein? Exactement. Je suis comme Helga, pouf, souffle, pou, pou, pou. C'est comme une comptine qui se... Comme quand on était enfant puis on apprenait nos syllabes, là. C'est comme, c'est quoi ça? Comment tu le sais? Moi, dans ma tête, c'était une toune. évident. Ouais, dans ma tête, c'était une toune. Il y avait un astérisque puis c'était pas précisé. Oui, c'est ça. J'étais genre, c'est quoi? Non, ça le dit pas, c'est quoi? C'est ça, parce que si tu fais juste Helga, tu sais, c'est juste des syllabes normales. Ouais. Fait que genre, il n'y a pas de rythme, là. C'est ça, Helga, pouf, souffle. OK. Comme, dans ma tête, c'était clairement une toune, mais... Sinon, parce que sinon, je vois pas pourquoi au rythme de, tu sais. Mais il y a plein de façons de chanter ou de rythmer sur Helga Pouf-Souffle. Oui, c'est ça. Mais dans ma tête, c'était une tune qui existe, que toutes les Pouf-Souffles connaissent. Puis mais ça doit être ça, oui. Peut-être c'est ça. Dans ma tête, c'était ça. Mais bon, tu sais. Leur première parce que sinon, nuit, ça fait pas de sens. Ouais. Puis, dans le fond, si t'es pas quelqu'un de Pouf-Souffle, il y a comme un système de sécurité. Il y a du vinaigre qui va genre, se déverser sur l'intrus d'un autre tonneau. Puis, une fois dans la salle commune, ben, comme tu as dit, là, il y a le portrait de Helga. Ouais. J'ai comme pas pris de notes sur le... Mais ça ressemble à un terrier d'un blaireau, qui est l'emblème de la maison. J'ai marqué ça dit pleine de plantes, pleine de fleurs. Mais dans Hogwarts Legacy, tu peux le voir, puis il y a les tonneaux aussi, là, je suis allée voir, là, fait que c'est visuellement bien représenté dans le jeu. Super belle. Dans ma tête, ça ressemblait un peu à une maison de Hobbit, parce que ça dit que les murs sont arrondis puis que les plafonds sont bas, avec beaucoup de plantes, puis ça dit que c'est comme très confortable. Mais en fait, c'est sous terre quand tu y penses, parce que les cuisines sont en bas, là, à Poudlard. Puis là, tu as les tonneaux, il faut que tu passes un peu dans un tunnel. Fait que c'est sûrement comme, peut-être même sous les serres de botanique. Peut-être que c'est là. J'adore. Trop Madame Chourave, elle a fait juste monter une échelle le matin puis elle est rendue dans les serres de botanique. Non, mais elle dort pas dans la salle commune. C'est ça, c'est clair. Les profs, ils dorment où? Ben, dans les fanfictions, Rogue, il a son appartement avec sa chambre puis sa bibliothèque. Ah ouais? Fait que les profs doivent avoir leur appartement. C'est sûr qu'ils ont leur... Moi, je pense dans leur classe, là, ils ont comme un... Tu sais, dans... je pense pas que c'est dans leur classe, moi. Ouais. Mais tu sais, dans le 6, là, le prof de potion que j'ai un blanc... Ben, Slughorn, il demande un plus grand bureau, puis quand Harry va le voir pour... parce que Ron, il file pas, là. Il y a le Love Potion, là, tu sais, c'est comme un salon, puis t'as Slughorn qui est genre en robe de chambre, fait que clairement, il était comme... C'est chez eux. C'est chez eux, c'est ça. Bon. Ça doit être à quelque part. Ça dit que... Oui, excuse-moi, vas-y. Ah, ben, j'allais juste dire, la coupe, en passant, est-ce que vous savez c'est quoi son pouvoir original? La coupe de Pouf-Souffle. Oui, la coupe de Pouf-Souffle. C'est que ça permet de changer le vinaigre en vin. Ouais. Puis que aussi, la coupe, je sais pas comment décrire ça, mais comme la coupe, la sait où se trouve la source de vinaigre la plus proche. Fait que je sais pas trop comment ça marche. Genre, tu prends la coupe, puis t'es comme, il y a du vinaigre là-bas. Ça va te guider, genre. Ouais, c'est ça, genre, ça te guide ou quelque chose de même. Puis c'est ça. Ouais. J'adore ça. Ouais. Mais d'abord, c'est quoi le pouvoir du diadème, déjà? De rendre plus intelligent ou comme de prendre des décisions plus réfléchies. C'est dans les fanfics aussi? Non, ça c'est vrai, c'est dans ouais. les livres. Ouais, c'est ça. Si tu le portes, t'es comme... T'as plus de capacité intellectuelle ou quelque chose de même. Ouais. Puis Serpentard, c'est la chambre des secrets-ish, là? Serpentard, c'est genre la bague. Je pensais que la bague, c'était juste aux ancêtres de Voldemort. Ouais, peut-être, hein? Non, c'est ça. Non, c'est ça. Ouais, y a pas vous êtes sûr que c'était pas la bague? Elle appartenait pas à... Parce que, mettons... Le diadème puis la coupe, OK, c'est vraiment des objets. Gryffondor, t'aurais l'épée, puis t'aurais toute l'affaire avec le choix-peau, comme on a dit. Mais Serpentard a un objet. Puis Serpentard a la chambre des secrets. Il y a le médaillon, mais le médaillon, est-ce qu'il y a un pouvoir? Ouais, je me pas vraiment, c'est ça. Il faudrait s'informer. Puis les salles communes de Serpentard et Gryffondor, juste à titre de rappel, là, ont des systèmes d'accès...
je sais pas, là, ça dit aussi difficile l'une que l'autre pour y pénétrer. Tu sais, Gryffondor, ça disait que la grosse dame, elle change souvent les mots de passe, puis elle a quand même un caractère, là, fait qu'elle va vraiment pas laisser passer quelqu'un qui est pas Gryffondor ou qui a pas le mot de passe, même si c'était un Gryffondor. Puis Serpentard, je me rappelle plus, hein? Serpentard aussi, c'est un mot de passe. Mais c'est que l'entrée est quasiment invisible. Il faut vraiment que tu saches c'est où. T'es invisible, puis il change aussi souvent. Fait que c'est ça. Puis Serdeg, comme on sait, c'est une énigme. Je pense que ça a été nommé souvent. Là, mais Colin, ça doit être l'enfer. Là. Tu rentres chez vous le soir, t'es comme... Ouais. Après, comme t'as eu des cours toute la journée, t'as juste le goût d'aller relaxer, puis là, ça te dit une c'est pour ça qu'on n'est pas des Ravenclaw. Ouais. J'aurais pas de plaisir. Petite transition. Harry n'est peut-être jamais allé dans la salle commune des Poufsouffles, mais il avait en sa possession un moyen infaillible de trouver son chemin dans les autres parties du château. Fred et George Weasley lui avaient donné un objet que James Potter et ses amis avaient fabriqué lorsqu'ils étaient à l'école, la carte du maraudeur. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Dans cette partie-là, on rappelle quand même la création de la carte du maraudeur, donc on le sait tous, là, créée par James, Sirius, Peter et Remus. Ça met quand même un peu plus l'emphase sur les trois, dans le fond, pas Remus, pour la création de la carte, parce que Remus, pendant qu'il était loup-garou, puis qu'il vivait sa nuit loup-garou, je pense que les trois autres en profitaient vraiment, eux, pour se promener en tant qu'animaux dans l'école, puis de découvrir vraiment tous les secrets du château, puis les passages, puis les pièces. Pas nécessairement pendant qu'il était loup-garou, mais le fait que lui, c'est pas un animagus, fait que lui, il peut pas juste se transformer pour se promener dans le château, tu sais, fait que ça doit être pour ça. Oui, t'as raison, c'est que dans le fond, n'importe quelle soirée random, les trois se transformaient, prenaient la cape, c'est ça. Fait que c'est comme si Remus, il avait plus ou moins participé à la création de la carte, mais ils l'ont inclus pareil. Ben, il a peut-être aidé dans les sortilèges, là, parce qu'il est super bon là-dedans. Là. Moi, j'ai une petite info sur la Wolfbane Potion, fait que la potion Tulu, c'est quelque chose comme ça. Ben, c'est ça. Comme on dit, c'est que la potion a pour effet de garder la conscience humaine quand tu te transformes. Fait que tu vas quand même te transformer, mais tu gardes une tête. Fait que tu comme... quand il la prenait, il avait encore en conscience que c'était ses amis avec lui. Fun fact, le Wolfbane, c'est vraiment une plante qui existe. Là, c'est une petite fleur bleue très jolie. Puis qu'après la guerre, en fait, le ministère et Harry a travaillé là-dessus sur un programme pour rendre, tu parlais tantôt, là, pour rendre disponibles les potions pour tous les loups-garous qui en voulaient. Fait qu'après la guerre, ils ont comme travaillé sur un système comme la RAMQ pour que tout le monde ait accès à sa potion. Ouais. Puis en plus, ça protège, tu sais, c'est pas nécessairement pour le rendre, pas juste pour le rendre la vie plus facile, mais pour protéger toute la communauté des moldus puis des sorciers, tu sais. Fait comme, il n'y a pas de raison de pas le faire, là, exact. Ouais. Ça précise que, c'est pas dit dans l'histoire, là, mais tu sais, dans le fond, comme on sait, les jumeaux, ils ont trouvé la carte dans le bureau de Rusard. Puis dans le fond, c'est que Rusard a confisqué la carte aux maraudeurs en 7e année. Puis de toute façon, rendu là, les maraudeurs étaient déjà pas over it, là, mais il y avait, disons, ils étaient plus concentrés sur ce qui se passait en dehors de Poudlard. Voldemort qui gagnait du pouvoir, puis comment eux, ils pouvaient s'impliquer une fois sortis de Poudlard. Fait que c'était comme... They didn't look back on the map. Non, c'est ça. Puis je pense que la map est vraiment cool quand t'es dans Poudlard. Là, mais autrement, ça te sert à pas grand-chose sinon. Moyennement intéressant. Là. J'ai fouillé aussi sur les animagis. Fait que comment fonctionne le processus pour devenir un animagus. Je vais peut-être pas le lire au complet parce qu'il est long, mais comme, tu sais, moi, j'avais en tête que c'était compliqué parce que c'était difficile à faire mais en fait, c'est que c'est plus les étapes sont longues et ultra précises, puis quand t'arrivais pas, puis c'est précis aussi avec le temps, avec la lune, avec nanana. Fait que si tu y arrivais pas dans le temps que t'étais supposé, mais fait que tu recommences au complet. Fait que c'est ça qui faisait que c'est dur. Pas tant que genre tu pratiques un sortilège puis à un moment donné tu l'as. C'est plus que comme, tu sais, fallait que tu sois assidu, discipliné là, dans ça. Là. Fallait que tu gardes une feuille de mandragore dans ta bouche pendant un mois. Fallait que... Ça, c'est la pire partie, je pense. Ouais, c'est ça. Pendant un mois. Oui. Puis tu sais, faut pas que tu l'avales, faut pas que tu la recraches. T'as jamais le droit de l'enlever de ta bouche. Faut que tu puisses manger puis boire en ayant cette feuille-là dans ta bouche. C'est sûr, je fais pas ça. Non, c'est ça. Fait que les étapes ça donne le goût de devenir un animagus, mais quand tu vois qu'est-ce qu'il faut faire... Tous les matins, tu dois chanter l'incantation, une incantation à ta potion qui est en train de se faire. En tout cas, tu sais, là, je skip des bouts, mais ouais, c'est ça. Les étapes sont vraiment super longues. Fait que je les ai lues, puis je trouvais ça vraiment drôle de me dire, genre, OK,
les 3 gars l'ont fait, je comprends vraiment pourquoi, mais la journaliste qui l'a fait, ça me faisait mourir de l'imaginer, genre super princesse avec sa feuille de mandragore pendant un mois. Rita Skeeter. Ouais, ça me faisait vraiment mourir de rire. Le lac de Poudlard. Donc, ça précise aussi que le parc de Poudlard est une réserve naturelle pour plusieurs créatures qui ne peuvent pas vivre dans des zones peuplées par les Moldus, donc ailleurs en Grande-Bretagne. Puis le lac, lui, il est rempli de créatures qui... plusieurs créatures, là, des stranglots, des sirènes, comme on sait, puis un calmar géant qui est domestiqué et qui laisse les élèves lui chatouiller les tentacules les jours de beau temps lorsqu'il se prélasse dans les eaux peu profondes. Le calmar géant, il est mentionné à plusieurs reprises dans les livres, là, juste comme il est là, puis on le voit. On le voit pas dans les films. Ouais. C'est vrai, on le voit jamais dans les films. C'est dommage. Ouais. Mais il sert pas à grand-chose. Puis très intéressant que J.K. avait considéré que dans la Chambre des secrets, elle avait prévu que Harry et Ron atterrissent en voiture dans le lac et découvrent ainsi la communauté de créatures aquatiques qui y vivent. Mais, puis tu sais, elle avait même pensé que le lac pouvait être genre un portail souterrain vers d'autres lacs, d'autres rivières. D'autres lacs, d'autres rivières, ce qui permettrait comme d'être une sortie, genre, je sais pas, là, mais puis finalement, elle le laissait faire. Ouais, puis je pense que je trouve ça cool, tu sais, parce que tu sais, il aurait fallu que dans le 4, elle enlève cette partie-là. Peut-être la partie où tout se passe genre dans le lac, où ils doivent aller chercher Ron, Hermione et compagnie. Puis moi, je me souviens, tu sais, dans le livre ou dans le film, c'était épatant, là, la description de du lac, de comment c'était, des créatures qui étaient dedans. Fait que tu sais, si tu l'as déjà vu un petit peu au début, il est moins intéressant rendu. Ouais, il y a un élément plus de surprise dans le cadre quand ça arrive là. Intéressant, là. Mais c'est intéressant de se dire que peut-être qu'elle n'avait pas prévu ça au moment où elle a écrit le 2, tu sais, justement. Ouais, parce que si elle l'avait prévu, elle se serait dit comme... Ouais. Puis là, dans le 4, elle a dû se dire, là, je pourrais plugger le lac s'il y a une épreuve qui se passe dedans. Ouais. Parce que des fois, je me demande, tu sais, si elle avait tout prévu vraiment. Fait que ça, mettons, ça serait peut-être un indice comme quoi, exactement. Ouais. Ouais. Puis le fait que le vaisseau, dans le cadre, justement, il arrive par le lac, tu sais, mais c'est vraiment un lac, là. Il n'est pas connecté à aucune rivière ni aucune mer. Fait que... oui, c'est ça qu'elle mentionne. Elle dit que dans le fond, le Durmstrang qui arrive par le lac prouve que d'une certaine manière, tu peux passer par le lac pour arriver. Il y a un portail magique, en fait, en quelque sorte, mais comme, tu sais, il ne doit pas être ouvert tout le temps parce que sinon, ça fait une brèche dans l'enceinte de Poudlard. Là, c'est le bateau qui... Le calmar géant pourrait juste faire bye. Ouais. Ben, peut-être que c'est pour ça, tu sais, les légendes des pirates, peut-être que c'est lui qui s'est échappé. Ouais. Mais quand je cherchais un peu, mettons, sur Internet à propos des créatures du lac et tout, il y avait comme des mentions un peu lointaines, mais du monstre du Loch Ness puis ces affaires-là, mais tu sais, c'était difficile de le rattacher, là, c'était comme un peu lointain, mais que, bon, mais c'est ça, le calmar n'est pas positionné comme un monstre. Là, c'est justement là, les élèves qui le chatouillent. C'est juste comme un nice ajout au lac. Chapitre 4, les cours à Poudlard. Je vais lire la petite introduction. C'était quand même court, me semble, comme section, le chapitre 4. L'heure est venue de se pencher sur ce qui fait de Poudlard une école, les cours. À Poudlard, la chimie ou les mathématiques sont absentes du programme scolaire, tout comme l'on ne s'attend pas à trouver des cours de potions ou d'arithmancie au programme d'une école moldue. Les matières étudiées à Poudlard, c'était quand même court. Là. Dans le fond, on résume les matières de base, on les connaît tous. Là. Métamorphose, sortilège, potion, histoire de la magie, défense contre les forces du mal, astronomie et botanique. Astronomie qui est jamais mentionnée dans les films, en passant. Et les leçons de vol sur ballet sont également obligatoires. Puis je pense que c'est seulement en première année. Là, ça ne le dit pas ici, mais... Je pense que oui. Puis à la fin de la deuxième année, les élèves doivent choisir 2 matières de plus qui vont étudier pour le reste de leurs études, genre divination, arithmancie, études des runes, moldus, études des moldus et soins aux créatures magiques. C'est ça, leur parcours. Ce qui veut dire que Ron et Harry ont choisi divination et soins aux créatures magiques.
Ben, I guess que ça leur tentait pas les autres choix, là. L'étude des moldus, clairement, Harry, ça ne tente pas. L'étude des Runanciades, ça, c'est clairement plus pour Hermione. Puis l'arithmancie, c'est quoi ça, l'arithmancie, en passant? C'est comme des maths, c'est l'équivalent des Ouais. maths, me semble. Il y a Ben, genre c'est des ça. calculs. là. Je pense qu'ils ont choisi comme le moins pire des options. Ouais. Puis c'est justement là, Hermione, en fin de deuxième année, qui voulait prendre toutes les options. C'est pour ça qu'elle s'est ramassée avec le retourneur de temps. Ouais, moi j'ai vraiment, tu sais, honnêtement, je pense que quand on disait que c'était pas complet, c'est ce chapitre-là pour moi que j'ai trouvé incomplet, c'est celui-là. Là. J'étais comme super, j'avais hâte d'arriver à ce bout-là, puis d'en apprendre plus sur le fonctionnement de l'école, justement, qui explique un peu les cours, puis tout. Puis j'étais, ah merde, c'est plate, il en Puis il n'y manque. a pas grand-chose qui est dit. Ouais, c'est ça. Il en manque un peu. Ouais, il en manque pas mal. Parce que tu vois, dans un de mes mini-épisodes, les avez-vous écoutés? Je ne sais pas si vous avez J'en ai écouté 2. OK. Ouais, Déjà. pas encore. Dans la biographie de Minerva McGonagall que j'ai fait, qui est aussi du contenu qui était disponible sur Pottermore, fait que je suis comme... Il y a des trucs qui, au final, concordent plus ou moins. C'est vraiment pas grand-chose là, comme détail, là, mais ça dit que Minerva, quand elle était professeure à Poudlard, Dumbledore il était directeur du département de métamorphose. Oui. Puis là, dans l'épisode justement que j'ai fait, j'étais genre, c'est quoi là, ça là? Non, T'as parce un que- prof de métamorphose, pourquoi il y aurait un directeur du Exact. département de métamorphose? Puis On n'a jamais entendu parler de département, tu sais, Ouais, il n'y a pas de ça après. Là. potion ou... Ouais, non. Il y a les directeurs des maisons, mais il n'y a pas de directeur d'un département. Puis pourquoi il y aurait un département, un cours? De un prof. D'un prof, c'est ça. C'est McGonagall qui enseigne à toutes les maisons, là, tu sais. Fait que- Ouais. Ouais. Bref. On parle du cours aussi de Botanique. transplanage. Ah non, excuse-moi. Ouais, c'est ça qui est offert en 6e. Sur le coup, je me suis noté, c'est un peu drôle que comme il n'est pas inclus dans le cursus, là, c'est quand même... Pourquoi pas le mettre, là? Tout le monde Ouais, veut c'est ça. comme la fin de semaine qui doit faire Ouais, ça, c'est c'est en ça. dehors de leur horaire de classe. Exact, faut qu'ils s'inscrivent. Comme un permis et tout, de conduire, selon- c'est toujours Mais de même, c'est- je l'ai dit. Exactement, c'est ça. Moi, C'est- ça ouais. que j'ai vu. Je Ça sais- avec des instructeurs qui viennent d'en dehors de Poudlard pour leur enseigner comment transplanter. Fait que, ouais, Ouais. c'est rendu là, c'est Ouais. vraiment Ouais. l'équivalent C'est vraiment- du permis Tu de sais, c'est conduire. comme un permis de conduire, c'est super pratique, mais c'est en même temps, tu peux vivre ta vie sans aussi, Ah ouais, c'est sans ça. transplanter. Ouais. Je trouvais drôle aussi que sur Wiki, Harry, encore, j'ai trouvé que il y a beaucoup d'autres sujets comme les arts, la musique, la théorie de la magie, mais tout du côté tu sais, de ce monde-là. Là. Fait qu'on parle des arts, mais des arts magiques. On parle de la musique, mais parce qu'on l'oublie qu'il y a des musiciens aussi là, dans cet Oui, c'est univers-là, ça. puis des Clairement, il y artistes. a des artistes. Fait que, ouais, c'est ça. ils ont des cours de ça. Mm. Fait que ça, c'était très drôle. Mais moi, juste dernière affaire par rapport au cours, je me dis, genre, clairement, ils arrivent à l'école, ils savent lire et écrire, qu'on a beau pas avoir de cours moldus, il y a quand même des petites notions de base, tu sais. Puis, tu sais, ils arrivent à l'équivalent de, tu sais, 11 ans, fait que mettons secondaire 1 ou genre 7e année. Comme fait que c'est quoi? C'est leurs parents, avant ça, qui leur apprennent à lire puis à écrire. Mais Comme... de ce que j'ai compris, ouais, c'est ça. Comme si Mais tu c'est ça, viens mais de c'est- famille magique, tu fais l'école à la maison, puis tes parents à la maison t'apprennent comme ces Ouais. bases-là. Mais Sinon, ben, j'espère t'es que- allé à l'école primaire, tu sais. Ben, je pense pas que les sorciers, ils vont à l'école primaire. Non, des Non, fois. non, c'est ça, ouais, c'est à exactement. la maison. Ouais, c'est Ouais. ça, ben c'est ça, mais c'est chiant un peu pour les parents. Là. J'espère qu'ils n'ont pas des trop grosses jobs. Puis, tu sais, en tout cas, je pensais à ça un peu là. Mais je pense que c'est des questionnements que vous avez déjà eu tu sais, dans le podcast, Ouais. mais comme toute cette histoire d'argent, de travailler, de comment tu payes, tu sais, t'as-tu une hypothèque à payer, comment fonctionnent les rénovations, tout ça, je pense que c'est comme complètement nébuleux, là. Si, comme Hermione, vous pensez que toutes ces matières sont indispensables, vous pourriez bien avoir besoin d'un certain objet magique. Dans Harry Potter, le prisonnier d'Azkaban, Hermione réussit à doubler sa charge de travail en utilisant un retourneur de temps. Cet objet magique permet à celui qui le porte de remonter dans le temps. Cependant, l'utilisation d'un retourneur de temps peut entraîner de graves conséquences. Alors, section quand même complète, là, ça je Ouais. le dirais, Ouais. sur le Ça, c'était retourneur le de fun, temps. Comment ça fonctionne, les règles, comment c'est régi aussi par le ministère de la Magie. Parce que la magie temporelle, le fait de pouvoir voyager dans le temps, c'est quand même un sujet très secret qui est même encore étudié par le département des mystères. Puis selon les règles de base, c'est que tu peux pas remonter vraiment plus loin qu'il y a 5 heures dans le Ouais. passé. Ouais. Parce que tu pourrais le faire, mais ça, selon les études et les preuves et plusieurs cas, ça va foutre la merde. C'est dangereux. Vraiment.
Mais perso, dans Harry Potter et le Cursed Child, il retourne 20 ans en arrière. Exact. Ouais, c'est ça que j'ai marqué. Je suis comme, comment on explique que dans Cursed Child, ils sont retournés en arrière? Puis comme... Ouais, on l'explique pas, Cursed Child. Non, c'est ça. Mais justement, c'est pas... Puis là, ça brise. Ah non, mais ils brisent le retourneur de temps, puis là, ils font juste voyager sans... C'est pas ça, là? Tu sais, là, ça fait longtemps. C'est ça. Puis aussi, elle dit que dans le 5, tous les retourneurs de temps sont détruits. C'est ça. Fait que je sais pas, quand ils vont au département des mystères chercher Sirius, il y a une bataille, là, puis ça détruit. Ils font juste tout détruire. Là, mais ils n'expliquent pas Cursed Child avec comme ils ont tout détruit. Mais il en restait un caché. C'est que dans Cursed Child, il en reste un caché, puis c'est Hermione qui l'a, qui est ministre de la magie. Je pense qu'elle l'a trouvé, je pense, quand elle est arrivée au ministère. Puis elle sait que ça peut être dangereux, fait que genre, elle le garde dans son bureau, quelque chose de même. Puis, mais tu sais, Cursed Child. Puis Albus Severus, Scorpius vont l'utiliser, bref, pour aller sauver Cédric Diggory. C'est quand même une belle fanfiction, Harry Potter and the Cursed Child. Ouais. Il y a des fanfictions plus intéressantes, je pense. Oui, en effet. Mon Dieu, résumé rapide, là, mais de l'histoire des retourneurs de temps, ben il y a une fille qui s'appelle Héloïse Roulet-Boulay. Elle vivait en 1899. Elle est retournée en 1402. Je sais pas pourquoi. Elle reste pognée là 5 jours. Elle revient en 1899, mais son corps a vieilli de 5 siècles. Fait qu'elle finit par comme mourir de ça. Ouais. Mm-hmm. Mais les 5 jours qu'elle a passé là-bas, c'était pas voulu là, qu'elle reste aussi longtemps là-bas, ça comment ça dit là, ben ça comme vraiment changé beaucoup de choses. Changé à tout jamais l'existence de toutes les personnes qui eurent le malheur de croiser son chemin à ce moment-là, dans le passé, quand elle était là. À tel point, d'ailleurs, que 25 de leurs descendants se volatilisèrent littéralement dans le présent, leur naissance ayant été subitement annulée dans leur passé. Là, moi, je comprends plus. Mais bref, ça prouve que quand tu retournes plus loin qu'il y a 5 heures puis que tu restes pogné longtemps aussi, là, ça peut vraiment avoir des conséquences graves, ce qui fait qu'il y a eu des lois très strictes et de l'autre sanctions qui s'appliquent à tous ceux et celles qui étudient ou qui effectuent des voyages dans le temps. C'est pour ça que le ministère de la Magie... s'il est pour accorder l'utilisation d'un retourneur de temps à quelqu'un, il veut avoir de solides garanties que la personne va comme vraiment respecter les règles. Genre, tu revis la dernière heure ou le dernier 2 heures, puis tu reviens, puis tu fais vraiment attention. Ce qui a été le cas pour Hermione. McGonagall, elle a écrit des lettres au ministère en disant c'est vraiment une élève modèle. Elle veut juste assister à tous ses cours. Elle va remonter 1 heure pour aller au cours qu'elle a manqué dans l'heure où qu'elle était à un autre cours. Donc, c'est un exemple de comme là, c'était permis, tu sais. Ouais. Puis c'est encore, tu sais, elle-même, là, dans la partie J.K. Rowling Stott, elle dit elle-même que, tu sais, sa façon de se débarrasser, parce que c'est tout le temps ça, là, quand tu rentres dans l'univers avec des retourneurs de temps, avec du retour en arrière, peu importe le film, le livre, il y a tout le temps des affaires qui font aucun sens. Puis elle était comme, ben moi, pour m'assurer que, mettons, on s'en débarrasse, puis ça devienne pas une option plus tard, ben je les ai fait toutes détruire dans la bataille du département du mystère. Puis après ça, comme elle a dit, Cursed Child, ça pourrait être au fait qu'on retourne en arrière. Je dis, mais tu piles toi-même sur les trucs que tu t'es dit. Tu sais, tu t'es dit toi-même, j'en ferai plus de ça. Puis je pense qu'elle l'a dit à un moment donné en entrevue que c'était quelque chose qui avait été vraiment difficile de faire parce que c'est complexe le retour dans le temps. Ben, c'est complexe. C'était vraiment hot pour l'histoire du 3, mais après, elle pognait avec ça. Elle dit là, moi, je viens de dire que c'est possible de retourner dans le temps, que je fais avec ça, puis c'est ça. Fait que là, comment tu je l'ai fait détruire. Qu'ils sont jamais retournés dans le temps, sauver les parents de Harry. C'est ça que ça peut être... Oui, ou juste... dans n'importe quel autre moment, j'essaie de trouver un exemple, là, dans le set, de retourner 1 heure avant parce que... d'aller sauver un des parents du pauvre Teddy Lupin, là, tu sais, comme... Comment tu justifies que tout ça n'est pas arrivé? Okay. Avez-vous déjà pensé à comment que Fred et George y ont fait pour parier exactement la bonne issue du match dans la Coupe du Monde que Victor Krum allait attraper? Ah, c'est une théorie? Ouais. C'était une théorie comme quoi il y aurait eu un retourneur de temps. Puis c'est comme ça, il aurait vu le match avant, puis là, il serait retourné. C'est comme ça. Parce que, tu sais, c'est quand même... Vraiment c'est comme random, les seuls, comme mise. Ils sont tellement sur d'eux. C'est ça, ils sont super sur d'eux. Fait que, ça fait énormément de sens. J'adore. Ouais. Puis aussi, Hermione, clairement, c'est pas la première élève à vouloir suivre plusieurs matières dans toute l'histoire de Poudlard, là. Genre, j'y crois pas, là. C'est pas la seule nerd qu'il y a eu à Poudlard. Puis...
paraît que Percy aussi aurait eu accès à un retourneur de temps parce que lui, il a eu 12 à son buse, puis c'est la note maximale qu'on peut avoir. Puis pour avoir 12, il faut que tu suives toutes les matières, mais il y a des matières qui se donnent en même temps, tu sais. Parce que c'est pour ça que ouais, c'est ça, Bill aussi, exact. Je savais qu'il y avait un autre, mais je savais plus si c'était Bill ou Charlie. Finalement, c'est complexe, c'est pas tout le monde qui y a accès, mais au moins un par année, on y donne. Genre. C'est quand même, genre. Ouais. C'est un peu fucked up. Chapitre 5, les habitants du château. Les élèves et les professeurs ne sont pas les seules personnes à vivre à l'école. Poudlard est aussi le lieu de résidence d'autres entités, des esprits qui ont beaucoup de temps devant eux. Parmi les résidents permanents de Poudlard se trouve un certain nombre de personnages pittoresques appartenant à un autre monde. Donc oui, les fantômes de Poudlard, c'est notre prochaine section. Et justement, le fait qu'il y a tellement de fantômes à Poudlard fait que Poudlard est le vrai édifice le plus hanté de Grande-Bretagne et non la cabane hurlante, que ça, c'est plus comme une légende. Il n'y a pas de fantômes qui sont là. Les fantômes vivent à Poudlard, puis il y en a plusieurs, parce que tu as un fantôme par maison, mais tu en as d'autres en plus. Puis de ce que je comprends, c'est parce qu'ils pouvaient quand même y vivre en harmonie, disons, avec les êtres vivants. Là. Ouais, les élèves, les professeurs sont tolérants avec la présence des fantômes. Ils essaient pas de les chasser, whatever. Rendu là, ça fait partie du charme de Poudlard. Exact. T'sais. Donc, c'est pour ça qu'il y en a plusieurs. Le baron sanglant, c'est le fantôme de Serpentard. Dame grise, cerf d'aigle. Le moine gras, pouf souffle. Puis, Nicasie sans tête, Gryffondor, comme on sait. Le moine gras qui a été exécuté parce que dans le fond, le baron sanglant, on le sait qu'il est mort. Il s'est tué après avoir tué la Dame grise. Exact. Le moine gras, il guérissait la variole en leur donnant des coups de bâton sur l'épaule, mais clairement, c'était sa baguette magique. Le monde trouvait ça... les moldus étaient gens sorciers. C'est ça. Les dirigeants de l'Église avaient pas mal de méfiance par rapport à ça. Ils l'ont exécuté à cause de ça. Nicasie sans tête, lui... Parce qu'il a essayé d'embellir une fille. Embellir une femme, puis c'est ça. Ils se sont dit... pas sûr que c'est normal, cette affaire-là. Ils l'ont exécuté, puis ils l'ont mal exécuté. Ouais. Pour lui trancher la tête, ça n'a pas été fait au complet. Oui, 46, c'est ça? Oui, dans sa toune. 46 coups de hache. Ouais. Hey, pour vrai, je trouvais ça, j'étais comme pauvre Nick. Comme à quel point c'est pas aiguisé ta hache, c'est au bout de 45 coups. Oui, je veux dire, c'est de la petite peau, là. C'est le bourreau qui est vraiment, qui fait pas bien sa job là-dedans, là, genre franchement. Exact. Mais en fait, ça dit que lui, Sir Nicolas de son vivant, son nom c'était Sir Nicolas de Mimsy Porpington, c'était un sorcier hautain qui surestimait ses compétences magiques. C'est 45. Puis il y habitait dans la cour là, du roi Henri VII, du roi VII, Henri VII, jusqu'au jour où, justement, il y a une dame d'honneur de la reine, elle veut devenir plus belle, puis là, il y a comme, justement, il surestimait ses pouvoirs, ses capacités magiques, mais il l'a rendu comme plus laide. Donc, ils l'ont exécuté à cause de ça. Parce qu'il fait apparaître d'énormes défenses d'éléphant sur le visage de la dame. Oui. Parce il se fait confisquer sa baguette et fut immédiatement, maladroitement exécuté. Oui. Et il y a aussi Mimi Géniard, comme on sait, à Poudlard. Je vais pas raconter comment elle est morte. Je pense qu'on le sait tous. C'est ça, Et le professeur Binns, ça m'a toujours intrigué. Il n'y a pas tant de détails, mais le fait que lui, dans le fond, il était un professeur vivant, normal, puis il s'est endormi dans son fauteuil, puis il s'est levé pour aller faire... Il s'est levé, puis il était fantôme. Ouais. Puis que ça dit que... Binns est-il conscient d'être mort? Les avis diffèrent à ce sujet. Genre, il sait même comme s'il réalisait même pas qu'il est fantôme. Ouais. Il est tellement bored dans sa tête de l'histoire de la magie. Là, il est juste comme, il refait juste la même chose à chaque année. Donner ses cours, les mêmes sujets, endormir tout le monde. Ça va pas du tout. C'est tellement rabaissé l'histoire de la magie que ça serait tellement une matière le fun. Là. Moi, j'aime ça. J'ai toujours dit que ce serait probablement mon cours préféré. Exact, moi aussi, c'est ça. Mais on en toute parlera après. Là, mais ça, c'est la même chose. T'sais, on allait au secondaire, puis nos cours d'histoire, ça dépendait du prof qu'on avait. Là, t'as raison. C'était plate. Là. Fait que, j'ai l'impression que c'est ça, il doit lui-même être plate. Mais c'est ça, qui se serait ennuyé jusqu'à la mort. C'est intense. Ouais. Puis, Mimi Géniard, savez-vous que quand elle est morte, elle est allée comme hanter sa bully, c'est ça, c'est-tu là qui le disait? Ou Olive Hornby, puis que Olive, finalement, elle a fait des démarches pour que la restreindre au château parce qu'elle était comme, voyons donc, elle me suit partout. Fait qu'ils l'ont relocalisée dans les toilettes, puis à l'école. Ça, c'est dit dans le tome 4, justement. Oui, me semble. C'est ça. Puis les fantômes en général, dans le monde d'Harry Potter, un fantôme est une représentation transparente en 3 dimensions d'une sorcière ou d'un sorcier décédé qui continue à errer dans le monde des mortels.
Ça, c'est ce qui est expliqué là, dans notre petit guide pas complet. Les moldus ne peuvent pas revenir sous la forme de fantômes et les sorcières et les sorciers les plus sages choisissent de ne pas s'y risquer. Ce sont généralement ceux à qui il reste des affaires à régler dans le monde des mortels ou qui éprouvent de la crainte, de la culpabilité, des regrets ou un attachement excessif au monde matériel qui refusent de passer dans la prochaine dimension. Mais quand tu deviens fantôme, tu n'as plus de sens. Tu ne peux plus manger, tu ne peux plus sentir, tu ne peux plus toucher. Ils disent qu'ils passent au travers des objets qui peuvent créer du disturbance dans l'eau, le feu, l'air. Mais les objets solides, rien, ils vont pas y toucher. Puis, je trouve intéressant. Puis, je pense que ça, c'est quelque chose qui mériterait à être, je sais pas, à être nommé un peu plus, mais que ils meurent avec les connaissances qu'ils ont à ce moment-là. Fait que tu peux pas vraiment avoir de discussion avec eux, puis c'est ça qui explique de pourquoi c'est si plate la compagnie d'un fantôme, parce que ils peuvent pas t'expliquer c'est quoi la mort, tu peux pas avoir des discussions d'actualité. Tout ce qu'ils font, c'est être pris dans le passé, dans ce qui était avant. Fait que, j'aurais trouvé intéressant que ce soit un peu plus nommé, juste pour éviter qu'on aille mais aller demander aux fantômes pourquoi telle affaire, ou aller, ça explique que les fantômes sont pas plus exploités pour être des espèces de, je sais pas, d'espions, whatever, comme on les utilise pas parce qu'ils peuvent pas. Ils sont pas capables de nous aider plus qu'il faut, tu sais. Hey, perso, moi, je ne choisirais jamais de revenir en fantôme. C'est pour la vie. Puis là, tu regrettes ton choix. Puis là, tu vois tout le monde qui mange. Justement, Nick quasi sans tête qui envie les élèves qui dévorent le festin, des trucs comme ça, tu sais, c'est comme, voyons. Ils sont pris dans leur boucle de sans fin, puis c'est la raison pour laquelle ils viennent, parce qu'ils ont un ressentiment, quelque chose avec lequel ils sont pas réglés, puis tu le règles jamais, là, t'es prêt avec ça pour jamais de la vie, là. Ouais. Ça précise que les sorciers sont les seuls qui peuvent voir les fantômes. Un moldu qui dit en avoir vu un est un menteur. J'aime ça. Puis un moldu devrait donc juste ressentir de l'angoisse et une sensation de froid, si jamais il y a un fantôme quand même qui passe près d'eux. Puis là, ça mentionne qu'il y a une balade de Nick quasi sans tête. Je vous ramène au tome 2. Il y a un chapitre qui est dédié à l'anniversaire de mort de Nick quasi sans tête auquel Harry, Ron et Hermione vont. Fait que tous les fantômes sont là. Puis c'est pour célébrer l'anniversaire de mort de Nick. Et ça a été coupé, mais elle avait rédigé vraiment comme une chanson là, que Nick va chanter à cet événement-là qui résume un peu comment il est mort. Donc vraiment l'affaire de remettre la Madame Belle, puis ça n'a pas marché. Puis surtout l'exécution manquée. C'était quand même drôle. Je veux pas la lire au complet, là, mais c'est ça. En fait, je vais aucunement la lire. Non, lis-la avec un air en plus. Là, hey, je pourrais vraiment la chanter au complet. Rap-la! C'est bon. Mais dans le fond, tu sais, cela va picoter un brin, dit ce maladroit crétin en parlant de son bourreau. Et il souleva sa hache mal affûtée. Et le bourreau trancha à chaque coupa. C'est bientôt terminé, qu'il me répétait, mais ce ne le fut pas, et ce grand bêta coupa 45 fois pour me trancher le bonnet. Je n'étais plus en vie, mais ma tête, cet ami, refusa sans hésiter de me quitter. Ensemble, nous resterons, et c'est la fin de ma chanson. Applaudissez, s'il vous plaît, pour ne point me blesser. Pauvre petit Mais j'aurais aimé comprendre pourquoi c'était si difficile. Tu sais, est-ce que c'est dur de tuer un sorcier, fait comme les façons moldues de tuer un sorcier, c'est difficile, fait comme sa peau est correcte. Ça dit que sa hache était mal affûtée. Ah, mais oui. Tu sais, c'est ça, c'est juste ça, il était genre, ce sera pas long. Un mauvais bourreau. C'est tellement niaiseux. Ensuite, on parle des portraits de Poudlard, puis je veux juste pas trop qu'on s'attarde là-dessus parce que je l'ai déjà très bien expliqué dans Réponse à vos questions, je sais plus si c'était partie 1 ou 2, mais que dans le fond, tu sais, les portraits de Poudlard peuvent, c'est là, se promener d'un portrait à l'autre, mais que surtout la personne qui est représentée dans le portrait, tout dépend de la perception que l'artiste qui a réalisé le portrait avait de la personne qu'il dessinait, genre qu'il peignait. Puis qui peut enregistrer, mettons, des infos, mais c'est tout. Oui. Comme le chevalier de Catogan, clairement, il était très exagéré dans le portrait parce que c'est la perception que l'artiste a eue de lui, tu sais. Fait que toujours là, prêt à combattre les autres personnes dans les autres portraits ou même les personnes qui sont devant le portrait. Je rappelle quand même là, qu'aucun de ces portraits-là peut tenir une conversation intelligente sur les aspects les plus complexes de leur vie pour la simple et bonne raison qu'ils n'ont en fait que 2 dimensions au sens propre et métaphorique. Ils sont uniquement la représentation de leur sujet vivant à travers le regard de l'artiste. Fait que... mais, comme j'avais aussi dit, les portraits des directeurs, par contre, c'est vraiment au directeur, mettons Dumbledore, qui va avoir son portrait déjà fait de lui, va communiquer plein d'informations au portrait le plus possible, va genre s'enfermer avec le portrait pour que le portrait soit le plus complet possible et possède en lui des informations pertinentes pour les directeurs à venir. Exact.
ou Harry qui cherche des Horcruxes. C'est ça. C'est un beau testament. Tu sais, quand tu y penses, là, quand tu as le luxe de faire ça. Ouais. Puis là, ben, on parle justement du portrait du chevalier de Cadogan. Ouais. Qui était un des célèbres chevaliers de la table ronde. Ouais, moi, ça, c'est un truc que je suis allée rechercher un peu parce que c'est ça, les chevaliers de la table ronde, mais ça fait partie de notre imaginaire collectif. Fait que, tu sais, c'est des récits, c'est des qui ont été maintes et maintes fois repris. Là, tu sais, on parle souvent des chevaliers de la table ronde. Fait que, tu sais, en gros, c'est une horde de légendaires qui sont au service du roi Arthur. Leur rôle était d'assurer la paix et la paix dans le royaume. Fait que, tu sais, c'est tous les récits de tout ça. C'est au pays de Galles. C'est ça. Puis là, on a la table des chevaliers aurait été dressée par le roi Arthur après que Merlin l'Enchanteur, ça c'est ce bout que je trouve intéressant, lui a expliqué la nécessité de dresser le plus grand nombre de preux chevaliers pour retrouver le Saint Graal qui fait référence dans cette mythologie-là si on y croit, au calice de Jésus. Fait que c'est ça. Selon les œuvres littéraires, ça change beaucoup parce que, comme je dis, il y a eu beaucoup d'histoires par rapport aux chevaliers de la table ronde. Il y a entre 50 puis 600 chevaliers. Dans la mythologie réelle, si je peux dire, là, Sir Cadogan n'est pas là, n'est pas présent. Moi, je pensais qu'il y avait genre 12 chevaliers de la table ronde. Je sais pas pourquoi j'avais 12 en tête. Ouais. Moi aussi, c'est ça. Mm-hmm. Mais ça dépend de l'histoire, apparemment. Ouais, ben c'est parce qu'il y en a juste comme 2-3 qui sont les principaux. Exact. Après, c'est les autres, on n'en parle pas trop. Fait que dans le fond, pourquoi il est célèbre, le chevalier de Cadogan, à part d'être dans Chevalier de la table ronde, là? C'est que il aurait combattu un dragon qui terrorisait le sud-ouest du pays. Fait qu'il arrive avec son cheval pour combattre le dragon, puis le dragon mange son cheval, puis il fait brûler un peu sa visière qui commence à fondre d'en face du chevalier de Cadogan. Puis là, le chevalier de Cadogan, il est comme, j'ai pas dit mon dernier mot, fait qu'il, tu sais, c'est expliqué vraiment rapidement, là, mais il finit par trouver un poney pas trop loin de là. Fait que là, il s'approprie le poney, puis il retourne attaquer le dragon qui avait aussi croqué, genre, mangé la moitié de sa baguette. Fait que là, il arrive vers le dragon avec le poney, puis sa baguette cassée, puis finit par transpercer la langue du dragon avec sa baguette. Là, c'est là que j'ai pas trop compris. Ce qui fait que la baguette a genre émis du feu, puis que ça a fait que le dragon a explosé. Fait que c'est de même qu'il a réussi à le combattre. Puis dans le fond, dans son portrait, il a été peint en compagnie du poney. Oui. Fait que le poney, il est comme pogné avec le Cadogan pour le reste de sa vie, mais le poney, il a pas demandé d'être dans cette histoire-là. Là. Lui, il was minding his own business. Puis le poney, il est pas très content aussi de s'être fait prendre de même puis d'avoir une mort atroce de même. Là. Puis apparemment, c'est une expression dans le monde des sorciers de dire prendre le poney de Cadogan pour dire tirer le meilleur parti d'une situation mal engagée. Prends le poney de Cadogan, là, Colin. Ouais, intéressant. Ouais. Puis petit détail sur sa vie, il y a eu 3 femmes qui l'ont toutes quitté, puis clairement parce qu'il est vraiment lourd comme personnage. Puis genre, c'est juste ça. Je le voyais un peu comme un Michael Scott de The Office, là, genre là. Bon, ouais. OK là. Exact. Ouais, qui veut tout le temps être trop bon puis trop. On est rendu au dernier chapitre, le chapitre 6, les secrets du château. Poudlard regorge de secrets. Les explorations de Harry semblent montrer que dans chaque salle de classe vide et derrière chaque porte verrouillée se cache un objet magique rare ou un effroyable monstre. Parmi les objets cachés de Poudlard, évoquons d'abord le plus attrayant mais aussi le plus dangereux du château, le miroir d'Urized. Donc, le miroir d'Urized, qu'on voit seulement dans le premier tome, premier film, personne ne sait comment et quand il est arrivé à Poudlard. C'est un miroir très ancien. Et c'est vrai, après avoir lu, ça m'a fait comprendre, dans le fond, c'est un miroir, dans le fond, qui n'a pas grande utilité. Exact. C'est plus à des fins de divertissement, qui n'est pas utile, comme je dis, mais qui peut quand même rendre quelqu'un obsédé et fou. Là. Fait que bon. Mais je pense que, tu sais, pour des personnes qui ont beaucoup, tu sais, ce besoin de savoir ou, tu sais, qui veulent regarder puis avoir un but, tu sais, ça doit être
Motivant, Ça doit- genre? Non. Ben, non. je pense que ça doit être un couteau à double tranchant, là, dans le sens que tu penses que tu vas l'utiliser pour te motiver ou pour, enfin trouver un sens à ta vie. Tu vas voir, bon, ben, c'est ça mon objectif, c'est ça que je veux atteindre, mais au final, tu deviens obsédé. C'est parce que ça te donne aucun outil pour atteindre cet objectif. c'est ça. Donc, non, c'est définitivement un couteau à double C'est tranchant. ça. Puis même un couteau à juste un tranchant, puis que c'est pas mal négatif, le miroir, si tu veux m'en aller. Ben oui, il faudrait genre vraiment être fort mentalement, pas dans le sens de l'intelligence, là, mais juste d'être capable de, OK, je vais aller voir le miroir, je vais me regarder, puis ça va me motiver, puis après, je vais aller vraiment entreprendre ce qui va me mener à ça. Tu sais. Mais le feriez-vous, mettons, vous autres? L'auriez-vous Oui. fait? Moi, c'est ça. Moi, je pense que j'aurais même pas checké dedans. Honnêtement, ouais? oui. Ben, Moi, j'aurais pas été capable de Ben, pas je suis le faire. curieuse. Je voudrais voir ouais. si ça va vraiment Mettons, me je- montrer ce que je pense Ouais. que ça va me montrer. Mettons ou pas. que je sais qu'il existe, on me dit, hey, ça existe. Je suis comme, hey, je pense que je passerais plus de temps à me dire pourquoi pas l'utiliser, genre. mais je trouve ça un peu. C'est comme, mettons. Ben moi, je comparerais ça à quasiment genre savoir l'heure et pourquoi tu vas mourir. Tu sais. C'est comme une affaire que t'as l'impression que t'as le goût de le savoir, mais une fois que tu le sais, ça pourrit ta vie. Tu sais. Mais c'est quand même moins dramatique, tu sais. Oui, c'est sûr, mais pas tant que ça. Puis, je peux-tu vous conter la théorie qui expliquerait la création du miroir? Oui, parce que comme je viens de dire, Ouais. on sait pas trop d'où C'est il ça, sort. exact. Ça aurait été créé par Ignatius Peverell, le deuxième frère, dans la légende des trois frères. Parce que, bon, lui, on sait, il a créé la pierre de résurrection parce que sa blonde est morte, puis il voulait pas qu'elle soit morte. Fait qu'on peut se dire, tu sais, quand lui, mettons, il checkerait le miroir, il verrait clairement sa blonde vivante. Avec lui, Fait que, oui, c'est ça. Fait que finalement, ça fait exactement la même affaire que la pierre, tu sais. Fait que dans le fond, la théorie dirait que le miroir, ça serait comme son premier essai. Puis comme ça n'a pas marché parce que justement, il y avait encore une distance entre les deux, puis tu sais, les gens dans le miroir peuvent même pas parler non plus. Fait qu'il s'est dit, damn, ça marche pas, fait que je vais essayer une autre affaire. Il a essayé la pierre. Puis tu sais, je trouve qu'après ça, on comprend un peu plus, mettons, pourquoi ça l'a mené à se suicider. Si il s'est dit, crime, j'ai tout essayé, il y a rien qui marche. Tu sais, La seule dans le sens que c'était pas son la premier seule essai. façon, tu sais. c'est... OK, cool. Puis, dans le fond, comment qu'il l'aurait créé, c'est avec un épouvanteur. Il aurait étudié beaucoup les épouvantards parce que c'est un peu la même affaire. Tu sais, l'épouvanteur, il regarde à l'intérieur de toi pour voir ta plus grande peur. Le miroir, il regarde à l'intérieur de toi pour voir ton plus grand désir. Fait que c'est comme la même chose, mais l'inverse. Hey, j'ai l'impression que je parle vite, faut que je me calme. Mais c'est OK. très clair. Ouais, C'est OK, parfait. intéressant. Génial, merci. C'est vraiment théorie, là. Oui, ben moi, c'est ça que j'aime là, beaucoup avec l'univers. Là. C'est aller dans des théories puis tout. Donc, c'est ça. Dans le fond, en transformant l'épouvanteur en miroir, ça l'aurait comme... Ça, je comprends pas trop comment il explique ça, mais ça l'aurait comme reflété, donc inversé le pouvoir de l'épouvanteur. Donc, c'est ça. Il l'aurait comme transfiguré en miroir. Donc, c'est ça. C'est en étudiant beaucoup les épouvanteurs qu'il aurait pu faire ça. Puis, tu sais, c'est ça, c'est autant dangereux qu'un épouvanteur, mais sinon plus, en fait, parce qu'un épouvanteur, c'est transparent. Tu sais, ça Ben, te t'as un dit sort clairement. aussi de défense. Puis t'as un Ouais, sort... c'est Oui, ça. exactement. Bon point. T'as un sort de défense, puis c'est transparent dans ses intentions, dans le sens que t'es comme, c'est genre très clairement négatif parce que c'est ma plus grande peur, tu sais. Tandis que le miroir finalement, c'est comme plus pernicieux. Oui. Comme Je pense que, tu sais, c'est un... Moi, de la façon que je le vois, c'est comme un outil. Tu sais, n'importe quel outil, tu as plusieurs façons de l'utiliser. Puis comment tu vas l'utiliser va avoir un impact sur toi. Pour moi, c'est le même, je le vois. Tu sais, je comprends full ça, mais je pense qu'il y a plein de... Tu sais, je pense que c'est possible d'utiliser ça, de l'outil, de constater comme, bon, c'est ça en ce moment. À cette date-ci, c'est ça que je veux. Après ça, on va continuer d'évoluer, puis on verra. Peut-être que ça va avoir changé, tu sais. Mais je pense qu'il y a... En tout cas, ou c'est mon éternel optimiste qui me dit Ouais, c'est pas ça. complètement Ouais. négatif. Je suis peut-être un peu plus tu sais. pessimiste, là. Ouais. Mais par contre, l'utilité du miroir, ça serait que c'est comme ça que Dumbledore... dans le fond... Dumbledore, il a beaucoup étudié le miroir, puis c'est comme ça qu'il aurait pu rentrer la pierre dedans. Là. Ça, il y a une autre théorie. Oui, c'est la seule fois que ça s'est avéré c'est ça, utile. que ça s'est avéré Avant utile. ça, le miroir, Caché. il était dans la salle Sourde-Monde, puis il a d'ailleurs été remis à cet endroit-là ensuite. Bref, on va passer tout de suite à la pancine parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps. Donc, il nous reste dans le fond la pancine, puis la pierre philosophale, l'épée de Gryffondor et la chambre des secrets. C'est dommage, c'est des bons éléments, mais il faut passer rapidement. Les pancines sont rares parce qu'il faut quand même être très fort en magie pour pouvoir utiliser une pancine, bien extraire nos souvenirs de notre coco et les mettre dans le liquide. Il y a même des manières d'organiser ça, là, je sais pas comment, là, mais bref. Puis, ça peut quand même être considéré dangereux
la pensine. J'ai pas trop compris, là. Ça dit à cause de son emprise sur la mémoire et la pensée. Ben, tu sais, j'imagine que ça peut devenir un outil que quelqu'un peut prendre contre toi. Tu sais, je pogne ta pensine. Oui, exact. C'est comme ton journal intime. Ben, c'est ça, les gens ont comme peur de l'utiliser pour ça. Mais pourtant, ça dit que quand même, là, une fois que tu meurs, t'es enterré avec ta pensine, si t'en as une, excepté la pensine de Poudlard qui demeure dans le bureau du directeur. Puis c'est justement un outil que le directeur peut utiliser. C'est comme une bibliothèque de tous les directeurs. Oui. Quoi d'autre qui est un peu dit là-dedans? Je pense que tu voulais peut-être développer... Oui, ben juste par rapport... on ne sait pas nécessairement de où qu'elle vient, puis il paraît qu'elle aurait été trouvée dans le sol. Celle de Poudlard. Oui, celle de Poudlard aurait été trouvée dans le sol, là où les créateurs ont fait l'école. Puis ça me permet de faire un lien avec le fait que paraît que l'école de Poudlard aurait été autrefois un dragon. Ouais. Ah oui, avec le slogan. Oui, c'est ça, le slogan. C'est le seul lien que je fais. Là. Puis tu sais, la pensine, dans le fond, elle est décrite comme étant de pierre richement sculptée. Puis tu sais, les dragons, il y a, dans l'antre du dragon, tu sais, ils ramassent comme les trésors, là, ce qui brille, tout traditionnellement, c'est comme ça un dragon. Fait que moi, je me dis, ça serait clairement le dragon. Ça, c'est purement moi qui dis ça, là, mais moi, je pense que c'est le dragon qui aurait trouvé la pensine quelque part puis qui l'aurait amené dans son antre du dragon. Donc, c'est ça le slogan de Poudlard. Mettons, en dessous du symbole de Poudlard, le slogan, c'est Draco dormient nunquam titilandus, puis ça veut dire Never tickle a sleeping dragon. Ne jamais chatouiller un dragon endormi. Exact. Puis, mettons, on pense à Poudlard, tu sais, les escaliers qui bougent. Tu sais, genre, moi, ça me fait penser un peu à des veines, puis... My God! Tu sais, c'est ça, puis, tu sais, les escaliers, ils sont comme dotés de leur volonté propre, comme si, mettons, le château, c'était un être vivant, tu sais. Puis, pas juste les escaliers, il y a beaucoup d'autres affaires que tu peux dire comme crime. Le château, on dirait qu'il pense par lui-même, tu sais. Fait puis, dans le fond, la théorie dit que va comme suit. Dans le livre Fantastic Beasts, il y a un dragon qui est aussi gros qu'un château ou qu'une montagne, qui s'appelle le Hebridean Black, qui réside en Écosse, là où Poudlard est. Puis dans le dessin du dragon, comme ça ressemble vraiment au château, il y a un lac devant. Puis dans le fond, il est aussi gros qu'une montagne, donc aussi gros qu'un château. Puis c'est ça, dans le fond, la théorie dit que les 4 fondateurs seraient allés à la rencontre de ce dragon-là pour essayer de le vaincre parce que, dans le fond, c'était l'un des dragons les plus puissants puis qui terrassait comme à la fois les moldus et les sorciers. Et qu'il était, dans le fond, le dragon était tellement puissant qu'ils n'ont pas pu le détruire et qu'à la place, ils l'ont endormi puis qu'ils l'ont transformé en château. C'est ça, exact. J'adore. Ouais, j'adore la théorie. J'adore tout jusqu'à transformer en château. Ouais, pourquoi tu le transformes en château? C'est très poussé, mais je trouve ça intéressant. Oui, surtout le lien avec le petit slogan. On va tout de suite passer à la pierre philosophale, assez court, là, comme on le sait. Elle n'a pas inventé ça, J.K. Rowling. Là, ça existe dans la mythologie. Je sais pas, non, c'est pas ben, en tout cas, le concept existe. C'est une légende, là, mais... on croyait autrefois que ça constituait le but véritable de l'alchimie, la pierre philosophale. Bref, que ça pouvait peut-être créer un élixir de longue vie. Là. Ça a déjà été... je ne sais pas encore comment le dire, là, mais les authentiques alchimistes, les précurseurs des chimistes et des physiciens, comme Isaac Newton et le vrai Nicolas Flamel, cherchaient à découvrir genre, le secret permettant... Oui, c'est ça. Puis c'était tout le temps... tu sais, c'est tout le temps ça, la pierre philosophale. Elle n'a pas existé, mais c'était comme... Cette pierre-là, elle doit exister. Oui, c'est ça. C'est ça qu'il disait, ouais. Bref. Intéressant que ça a été incorporé à l'histoire. L'épée de Gryffondor. Ça aussi, je l'ai dit dans un mini-épisode, mais je vais le répéter. Godric Gryffondor a commandé la fabrication de l'épée aux gobelins. Il y avait un roi des gobelins qui s'appelait Ragnouk Ier. C'est lui qui l'a fait. Mais là, Ragnouk a fini l'épée, puis il était comme « Je l'aime beaucoup, je veux la garder ». Puis là, Godric a dit, ben non merci, parce que je l'ai commandée pour moi, puis je la veux. En plus, c'est écrit son nom dessus. Fait que ça a comme fait un peu une guerre. Ragnouk qui dit que Gryffondor a volé l'épée, puis Gryffondor, dans le fond, il est comme, ben c'est moi qui l'avais. Puis J.K., tu sais, précise que pourquoi un sorcier aurait besoin d'une épée quand il y a une baguette, c'était qu'à l'époque, tu sais. Surtout si tu vivais dans le monde des Moldus, mais en fait, l'épée, c'était très commun comme arme, comme objet à posséder. C'est que les Moldus, tu sais, comme on disait au début avec la chasse des sorcières, les Moldus menaçaient les sorciers avec leurs propres épées. Fait que, I guess qu'il s'est dit, ben moi aussi. Tu sais, t'as beau amener une baguette à un combat d'épée,
t'es peut-être mieux d'amener une épée quasiment, finalement, là. Puis aussi, c'est plus subtil, là, comme arme. Ouais. Puis J.K. précise que l'épée de Gryffondor est inspirée d'Excalibur, l'épée mythique du roi Arthur, plantée dans un rocher, et que d'après la légende, seul un véritable roi parviendrait à retirer l'épée de la roche, ce qui fait un peu lien avec seul un véritable Gryffondor peut retirer l'épée du chapeau. Ça, je trouve ça cute, ça. Moi, les petits liens de même, j'aime ça. Oui. Chambre des secrets. C'est la dernière partie, la dernière section du guide pas complet, pas fiable du tout. Beaucoup d'informations sur la Chambre des secrets, des choses avec lesquelles j'étais comme, ah ouais, pas plus ou moins d'accord, mais que ça m'a surpris, puis j'étais comme, on dirait que ça fait pas de sens. Fait que comme on sait, la Chambre des secrets, c'était un lieu secret que Salazar Serpentard a construit à l'insu des autres fondateurs, donc ils n'étaient pas au courant. Mais évidemment, quelqu'un était au courant pour que ça devienne une légende puis que ce soit transmis de génération en génération. Donc, ces personnes-là, c'est genre les descendants de Serpentard, c'est des élèves de Serpentard, I guess. Puis, quoi d'autre qu'il dit? Puis, ben, comme on a dit tantôt, la chambre, c'est des serpents, puis c'est lui en statue géante. Là. Puis que lui, ce qu'il voulait avec la pièce, c'était une place... Tu sais, on s'en doute un petit peu, là, on peut faire le portrait que Salazar Serpentard, ce qu'il voulait, c'était que l'école soit un peu plus, tu sais, apprendre la magie noire un peu plus, puis dans le fond, que cette pièce-là, il l'aurait fait pour ça, pour que les étudiants... Ce soit l'endroit où se regrouper. Pour que les étudiants dans le fond, l'inverse de l'armée de Dumbledore. Exactement. C'est ça, je pensais. On est connectés. Puis... Ben c'est ça, là, l'affaire de la statue, c'est qu'il n'y a aucun autre fondateur qui a laissé une statue de lui-même dans l'école. Là. Puis que dans le fond, l'existence de la chambre, comme je disais, était uniquement connu des descendants de Serpentard et de ceux qu'il avait choisi de mettre dans le secret. Donc, comme ça que la légende et la rumeur perdurent. Et au début, on accédait à la chambre par une trappe parce qu'il n'y avait pas encore de toilette à Poudlard. Puis ça, c'est une autre invention que les sorciers se sont appropriés des Moldus. Disons que c'est plus convenient d'avoir des toilettes, mais apparemment, ils faisaient juste disparaître leurs besoins avec une baguette. À quel point c'est ça. Dégueulasse, mais tout le système des tuyaux, là, en fait, de la tuyauterie. Les éviers aussi. Là. C'est comme l'invention des Moldus qui ont... Fait que c'est ça, c'est expliqué que il faisait pipi en robe, là, pissait à terre, puis va-t'en. Ouais. À quel point c'est fun! Les pipis, c'est plus compliqué que les numéros 2, hein, quasiment? Ben, tout, fait que tu te levais puis t'allais dans le coin de ta chambre, je sais pas, faire tes affaires. Il devait avoir peut-être des petites pièces réservées pour ça, puis tu fais disparaître pareil, mais pour être en intimité, mais c'est mieux d'avoir... Bon, bref. Fait que, tu sais, cette trappe-là qui donnait accès à la chambre, ben, elle s'est retrouvée à être... Ben, comme ils ont construit une toilette dessus, tu sais. Donc là, ça dit que la présence à cette époque-là, donc quand il installe les toilettes, d'un élève nommé Corvinus Gaunt, donc descendant direct de Serpentard et ancêtre de Voldemort, explique comment l'emplacement de la trappe fut secrètement protégé et pourquoi seuls ceux qui savaient comment l'utiliser pouvaient continuer à pénétrer dans la chambre après l'installation d'une tuyauterie Dernier Cri. Ça dit vraiment Dernier Cri. Puis... Ça mentionne que, justement, là, tout ce qui est descendant de Serpentard connaissait l'existence de la chambre parce qu'ils entendaient le basilic, parce que la plupart d'entre eux parlaient fourche-langue. Puis on dirait que c'est juste là l'affaire, pas que je suis pas d'accord avec ça, mais tu sais, c'est tellement... Dans le 2, c'est genre l'héritier de Serpentard, comme s'il y en avait un qui avait été choisi pour réouvrir la chambre. Mais c'est vrai, parce que Voldemort, c'est le seul qui a été assez game pour vraiment ouvrir la chambre, alors que... Les autres faisaient juste entendre le serpent puis savaient que ça se passait, mais gardaient le secret, genre. Ouais, ben peut-être qu'on explique le fait que, tu sais, ça s'est perdu, mettons, de parler le fourche-langue parce que probablement que, tu sais, ça venait avec des critiques puis des problématiques. Fait que là, de plus en plus, c'était comme non, tu peux pas. Fait qu'on enseignait de moins en moins ça. Si ça s'enseigne encore là. C'est ça semble être plus inné, clair, selon comment Harry découvre son fourche-langue, mais... peut-être... Pourquoi tu pars de... Il y a plein de personnes qui le savaient. Oui, c'est ça. Puis là, il y en a un depuis 30 ans, genre. Oui. Ben peut-être c'est ça, comme tu dis, ça serait comme un côté de pas vouloir en parler. Ça fait en sorte que tu l'oublies, peut-être. Oui, c'est ça. Peut-être. Ça dit que certains des Gaunt se vantaient, là, mais ils se vantaient surtout du fourche-langue et non de la chambre. Fait qu'en tout cas, j'ai l'impression que l'aspect fourche-langue est demeuré... Je sais pas comment dire, mais que l'aspect chambre des secrets est devenu plus une légende parce que, comme je dis, personne l'a ouvert avant Voldemort. Ouais, c'est ça.
Personne n'avait assez la volonté de l'ouvrir puis de vraiment faire du mal avec le monstre. Là. Parce que Voldemort, il a dû arriver à Poudlard, entendre le serpent qui devait dire « J'en viens me chercher, viens me trouver ». Puis là, Voldemort, il a tout fait pour le trouver. Je dirais que ça s'est passé de même. Il faut tellement être motivé à faire du mal. Dis-toi, là, genre pendant combien d'heures il a cherché l'entrée de la chambre. C'est psychopathe. Comment l'ouvrir, comment y accéder. Aïe, aïe. Je pense que c'est pour ça que les autres, ils n'ont pas été jusque-là. Info intéressante sur le basilic. En fait, le basilic est une vraie légende européenne. C'est un peu fucked up de dire ça, mais une vraie légende européenne d'un reptile-serpent. Parfois, c'est aussi un coq reptile-serpent. Fait que imaginez-vous l'image que ça a. Mais c'est ça qui fait pas mal ce que le basilic fait. Donc, il cause la mort en croisant du regard. Il est appelé le serpent roi. Son odeur tue les serpents. Il crache du feu. Son venin rend une personne qui a été mordue hydrophobique. Ah, la peur de l'eau, ouais, c'est ça. C'est la peur de l'eau ou c'est la... Hydrophobique. Moi, je l'ai vu dans le sens qu'en tout cas, ils peuvent plus avoir de l'eau, fait qu'ils en meurent. Je sais pas. À voir. Okay. Et que le seul animal qui peut tuer le serpent, c'est un weasel, fait qu'une belette. Weasley, Weasel, Ginny, Weasel. En tout cas, j'essayais de trouver un lien là-dedans. Je trouvais ça intéressant. Que le coq fait vraiment très peur au basilic parce que le chant du coq lui fait faire des convulsions. Ouais. C'est pour ça que les coqs agrides sont morts. Là. C'est ça, le coq le tue pas. Ouais. Je pense, dans ma tête, le chant du coq, ça le tuait. Genre, le coq est une menace, oui, mais il me semble le chant du coq, c'est ça qu'on avait dit. Ça peut encore une fois, traditionnellement, le basilic, en fait, c'est un œuf de crapaud couvé par une poule. Ça donne un basilic, c'est ça. Oui, mais ça, moi, ce que je dis, c'est par rapport à la légende européenne. Fait que, tu sais, elle a pris peut-être l'info, puis elle a retravaillé. Ouais. OK. Mais la légende européenne dit que... OK, toi, c'est la légende, c'est pas Harry Potter. Ouais, non, c'est ça. Parce que c'est vraiment une légende européenne. Mais dans Harry Potter, c'est le chant du coq. Puis c'est dans Harry Potter que c'est l'œuf de crapaud. Je pensais que c'était par rapport à la légende plus large. Mais il y avait une affaire aussi sur un œuf, là, mais ça, c'était comme pas super... clair là, à travers les 3-4 légendes que j'ai regardées. OK. J'avais un petit livre sur les mondes d'Harry Potter qui expliquait comme justement comme tu fais depuis tantôt là, des liens avec la des légendes puis tout. J'avais un livre qui parlait juste de ça. Puis Harry Potter, un monde de magie là avec femme sec dessus, ça se peut-tu? Non, ça s'appelait Les mondes de Harry Potter. En tout cas, éventuellement peut-être un épisode là-dessus pour qui vient confirmer justement là, ce qui a été pris de légendes et de mythes réels. Bref, je pense que ça complète le tout pour aujourd'hui. Absolument. My God, hein? C'était beaucoup. J'espère que vous avez appris des choses, les auditeurs. Merci pour vos recherches additionnelles, les filles. Merci à toi. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Merci d'avoir lu, puis tout ça. Très plaisir, c'est très chouette. C'était vraiment le fun. Très intéressant d'aller creuser là-dedans, c'est tout le temps le fun. Puis là, on va faire un petit après-show Patreon où on va discuter de nous si on était à Poudlard. Ça ressemblerait à quoi notre quotidien, notre cours préféré, notre prof préféré? Ben, vous le savez pour moi, mais j'ai hâte On sait ça serait qui le prof sur qui t'aurais inquiète. Ouais. Je savais qui je passerais tout mon temps. Je serais gossante, là, je le suivrais partout. Je pense que tu remplirais une plainte de harcèlement. Ah, c'est sûr. Parfait. Bon, ben merci tout le monde. Bye. À la prochaine.